Bon. Moi, je vais commencer par vous dire que je suis très content d'une chose. Alors, ça va pas vous faire plaisir. C'est de la moyenne d'âge de l'auditoire. Je suis très content. Parce que les conférences grand public que j'ai l'occasion de donner en France, en général, la moyenne d'âge est plus proche de l'âge de la retraite. Alors, j'ai rien contre les retraités. Mais c'est... Voilà, donc je remercie tous les jeunes qui ont fait l'effort de venir ce soir. J'espère que vous ne regrettez pas trop d'avoir troqué cet amphi contre un bon film, assurément plus relaxant, ou une séance télévision canapé. On va donc parler d'énergie. Alors, peut-être que les choses que je vais vous dire sont pour partie déjà connues. Il y a un problème maintenant quand on discute d'énergie, c'est qu'on a souvent affaire à un public dont le niveau de connaissance est devenu très inhomogène. Donc je suis désolé par avance si certains d'entre vous connaissent déjà des choses que je vais dire. Tout ce que je peux espérer, c'est que je vous les dise sous un angle que vous n'aviez peut-être pas vu jusqu'à maintenant. Je vais commencer par un truc pour lequel normalement le souvenir est plus récent pour une partie de l'assistance que pour moi, qui est tout simplement de rappeler ce que c'est que l'énergie. Vous savez, si vous demandez à quelqu'un dans la rue, c'est quoi l'énergie? En France en tout cas, il va vous répondre que c'est sa facture de gaz, que c'est sa facture d'électricité. Éventuellement, quelques-uns vous diront que c'est leur plein d'essence, c'est pas sûr, et puis ça va s'arrêter là. Bien évidemment, personne ne va vous donner la définition de l'énergie telle qu'un certain nombre d'entre vous l'ont apprise en cours, c'est-à-dire que l'énergie, c'est par définition la marque du changement d'état d'un système, c'est-à-dire la marque du changement. Dit autrement, dès qu'il se passe quelque chose dans le monde qui vous entoure, dès que avant et après c'est différent, vous avez de l'énergie qui est entrée en jeu. Transformer le monde ou utiliser de l'énergie, c'est exactement pareil. Alors, je reprends la personne qui pense à sa facture d'électricité et à sa facture de gaz. C'est très facile de lui faire comprendre que, par exemple, quand on change une température, il y a de l'énergie qui est intervenue. Il reste une partie de ce qu'on appelle la consommation d'énergie, qui, comme vous le savez, n'est pas une consommation, mais une transformation d'énergie. Une partie de la consommation d'énergie que nous avons consiste à modifier une température. C'est vrai dans les processus industriels, c'est vrai dans la température de confort d'une pièce. Une partie de l'énergie que nous utilisons sert à changer une vitesse. Autre transformation de l'environnement. Alors c'est celle qui, par exemple, fait qu'une voiture qui était immobile se met à être en mouvement, que le Thalys est arrivé jusqu'ici, à l'heure, et que les marchandises sont livrées dans les magasins, ce qui permet très accessoirement d'aller les acheter. On utilise de l'énergie quand on change une forme. Alors qu'il s'agisse de tendre une chaussette pleine de taches ou qu'il s'agisse d'emboutir une tôle, là aussi on va déformer quelque chose et on va utiliser de l'énergie, et du reste inversement, un ressort qui se détend, par exemple, va nous fournir de l'énergie. Vous avez de l'énergie qui intervient quand vous changez une composition chimique, et la première manifestation de cette énergie, c'est celle qui vous permet d'exister. C'est l'énergie qui est contenue dans votre alimentation. Vous savez que l'alimentation, on peut la mesurer en énergie, les fameuses calories, qui vaut mieux éviter de manger en excès quand approche l'été. Eh bien, cette énergie chimique qui permet à votre corps de se mouvoir, elle est également libérée dans un certain nombre d'autres processus, par exemple chez nos amis de Solvay, qui, si j'ai bien compris, ont fait beaucoup pour que cette conférence finisse par arriver. Ils ont fait la salle. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu dès que vous avez un corps qui se déplace dans un champ avec lequel il interagit. Alors c'est une bonne nouvelle pour vous, ça vous évite de flotter dans l'air comme le capitaine Haddock dans Tintin. Vous savez, quand ils vont sur la Lune. Mais vous avez d'autres manifestations de ces interactions qui sont également utiles dans un certain nombre de dispositifs qu'on utilise. Vous avez bien évidemment de l'énergie qui entre en jeu quand une composition atomique change. C'est bien pour ça que les alchimistes ont eu du mal à arriver à leur fin. Ils auraient pu y arriver. Il fallait beaucoup d'énergie pour ça. Transmuter le plomb en or. Et enfin, vous avez de l'énergie qui nous intéresse beaucoup à partir du 1er juillet, qui est l'interaction entre la matière et le rayonnement. Donc à chaque fois que vous avez une interaction entre la matière et le rayonnement, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Vous avez une utilisation beaucoup plus quotidienne et beaucoup plus paresseuse de cette même énergie qui est le four à micro-ondes. Voilà, pour tous les gens qui sont pressés. Donc, d'une manière générale, l'énergie, ça n'est rien d'autre que la transformation du monde qui nous entoure. Partant de là, il y a une première chose que je peux déjà vous expliquer, c'est que l'énergie propre, ça n'existe pas. Vous savez, être propre, c'est laisser les toilettes dans l'état dans lequel on les a trouvées, c'est n'avoir touché à rien, et utiliser de l'énergie, c'est avoir changé quelque chose. Donc l'énergie propre, ça n'existe pas. En général, les énergies qu'on appelle propres sont des énergies qui sont tellement petites en fourniture qu'elles ne changent pas grand-chose dans le monde qui nous entoure, donc elles ne nous emmerdent pas beaucoup, donc ça va très bien, donc elles sont propres. Si on avait un moteur à diesel et un seul à la surface de la planète, le diesel serait propre. Si vous aviez un micro-barrage et un seul à la surface de la planète, l'hydraulique serait propre. Voilà, donc pour le moment, le photovoltaïque c'est propre parce que c'est tout petit. Si ça devait être gros en termes de fourniture électrique comme l'est aujourd'hui le charbon, pas sûr qu'on trouverait ça très propre.
Donc l'énergie propre, ça n'existe pas. En ce qui concerne l'énergie, c'est toujours, c'est pour ça que c'est depuis longtemps un domaine dans lequel on trouve beaucoup d'ingénieurs, l'énergie c'est toujours une affaire d'un demandeur, une affaire de chiffres. On ne peut pas sortir d'un débat sur l'énergie sans avoir parlé chiffres. Tant qu'on est dans une approche sentimentale de la question, c'est très marrant pour aller boire un verre de vin au bar, mais il y a peu de chances qu'on progresse vers une solution de gestion. Donc l'énergie, il faut parler chiffres. Alors parlons chiffres. Et certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de surhomme de Nietzsche. Et bien, le surhomme de Nietzsche, ce n'est pas une invention, c'est nous tous. On est tous devenus des surhommes de Nietzsche. Alors comment est-ce qu'on a fait pour y arriver? Alors pas au sens moral, ça j'en sais rien, je ne connais pas vos vies. Mais par contre au sens physique, ça c'est sûr. Alors comment est-ce qu'on a fait pour ça? Eh bien, on a trouvé de l'énergie qui nous a fourni un immense exosquelette, c'est toutes les machines qu'on utilise, et donc vous allez voir que la puissance est considérablement supérieure à celle de notre propre corps. Alors je vais commencer par vous emmener loin du plat pays, parce que l'effort que je vais vous faire faire, là, vous n'arriverez pas à le faire chez vous. Il faut quand même qu'on ait quelques avantages en France. Je vais vous faire monter sur le Mont Blanc. Là, vous allez à Chamonix et vous montez sur le Mont Blanc. Vous avez déjà fait ça? Non. Oui? Tous les 4 matins? À votre avis, si je vous fais monter sur le Mont Blanc, vous allez restituer combien d'énergie mécanique? Vous n'avez pas le droit de revenir en deuxième semaine, hein, aucune idée, non. Combien? 1, 10, 100, 1000 kWh? 100. Qui dit mieux? MGH. Un demi. Vous montez sur le Mont Blanc, un demi-kilowattheure d'énergie mécanique restituée. Un demi-kilowattheure d'énergie. Ridicule. D'accord? Vos jambes sont capables de fournir une énergie mécanique ridicule. Désolé. Ridicule. Hein? C'est bien aussi du reste. Si vous utilisez vos bras pour fournir du travail sur une journée, alors imaginons, je ne sais pas, que vous faites un énorme trou pour planter un arbre. Alors là, le trou que j'ai pris en exemple, c'est un trou dans lequel vous décaissez 5 mètres cubes de terre. Vous apprécierez, hein, c'est des ampoules. Eh bien, vous allez restituer, là pour le coup, plutôt 0,05 kWh d'énergie mécanique. Hein. Donc, un être humain, avec sa carcasse, il est capable, maximum de fournir un demi-kilowattheure d'énergie mécanique par jour. Sauf quelques sportifs surentraînés, vous n'êtes pas capable de faire ça tous les jours. D'accord? Vous êtes plutôt capable de faire ça un jour sur 2 ou un jour sur 3. Ce qui veut dire que l'ordre de grandeur de l'énergie mécanique maximale qu'un être humain est capable de fournir sur une année, c'est à peu près 100 kWh. D'accord? Donc retenez qu'un être humain est capable de fournir 100 kWh de travail, 100 kWh de travail sur une année. Vous allez voir après ce qu'on consomme nous. Là, pour le moment, je vais vous faire un tout petit peu d'économie. Admettons que ce travail me soit fourni par une personne qui travaille en Occident, payée au salaire minimum, donc le SMIC, qui en France fait à peu près 20 000 € par an avec charge. J'imagine qu'en Belgique, on n'est pas à 3 000, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Et bien à ce moment, si cette personne, je l'utilise pour me fournir du travail mécanique, je vais payer mon kilowattheure d'énergie mécanique quelques centaines à quelques milliers d'euros. Quelques centaines à quelques milliers d'euros. Maintenant, je vais être un patron pas social du tout, donc je pars dans un pays que je ne nommerai pas, faire travailler des enfants d'un âge innommable pour 0 francs, enfin exactement 0 €, 0 centimes. Même si j'ai un esclave, je suis quand même obligé de l'acheter, parce qu'il coûte cher, de le nourrir, sinon il meurt, de le préserver des prédateurs, du froid, des maladies, etc. Donc il va falloir que je dépense un peu d'argent. Eh bien, le kilowattheure d'énergie mécanique venant d'un esclave dont je ne paye pas l'effort, tout ce que je paye c'est sa survie, va quand même me coûter de l'ordre de quelques euros à quelques dizaines d'euros le kilowattheure. À côté de ça, je peux acheter un litre d'essence, dont, comme vous le savez, le prix déchaîne les foules. Dans un litre d'essence, vous avez 10 kWh d'énergie thermique. Vous faites passer ça dans un moteur conçu par un ingénieur français, je suis sûr qu'ici on fait mieux, 2 à 4 kWh d'énergie mécanique. Vous allez donc payer en coût marginal, je ne paye pas le coût du moteur, quelques dizaines de centimes votre kilowattheure d'énergie mécanique. Dit autrement, l'énergie fossile ou fissile que nous utilisons aujourd'hui permet d'obtenir de la transformation du monde, c'est ça, la transformation du monde, pour 1000 à 10 000 fois moins cher que le travail humain payé au SMIC. Une fois que je vous ai dit ça, je vous ai expliqué pourquoi vous avez le temps d'être assis dans cette salle, au lieu d'avoir transpiré toute la journée à faire pousser des patates, et auquel cas vous seriez mort de fatigue en ce moment et vous seriez au fond de votre lit.
Pourquoi est-ce que votre pouvoir d'achat est ce qu'il est? Pourquoi est-ce que nous avons tant d'emplois de bureau? Je vais y dire, même ça c'est une conséquence. Pourquoi l'économie s'est mondialisée? Pourquoi vous viviez plus longtemps? Pourquoi, etc. Tout ça vient de là. Et ça vient du fait que nous utilisons en quelques siècles une épargne que la Terre a faite en quelques centaines de millions d'années, avec un taux d'épargne très faible, qui s'appelle les combustibles fossiles. Donc il y a eu un taux d'épargne extrêmement faible sur le rayonnement solaire qui est arrivé à la surface de la planète pendant quelques centaines de millions d'années. Ça a fait une petite cagnotte là qui s'appelle le pétrole, le gaz et le charbon et qu'on est en train de cramer en quelques siècles. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir des revendications sociales et aux gens de se mettre en grève. C'est une affaire d'énergie. C'est une affaire d'énergie. Alors parlons kilowattheure. Vous avez sur cette courbe la quantité de kilowattheure extrait de l'environnement et consommée par personne. Alors j'aime pas tellement le mot consommer parce que comme vous le savez, encore une fois, l'énergie ne se consomme pas, elle se transforme. Donc ça serait plutôt transformé par personne. Mais je vais quand même utiliser le mot consommer. Je suis désolé de faire cette petite entorse au bois de la physique. Donc c'est la quantité de kilowattheure extrait de l'environnement par personne et par an depuis un siècle et demi. Donc ici nous sommes en 1860, vous en souvenez pas, moi non plus, vous n'étiez pas né, moi non plus. À cette époque-là, un terrien consommait de l'ordre de 1500 kWh par an. Et c'était essentiellement du bois et du charbon, et ça servait essentiellement à faire de la chaleur, un peu de métallurgie, un peu de trains et de bateaux à vapeur, pas beaucoup. Et puis vous voyez, la quantité de charbon par personne augmente, puis se stabilise, elle n'a jamais décru, et elle a commencé à augmenter, puis là-dessus est venu se rajouter le pétrole, puis là-dessus est venu se rajouter le gaz, puis etc. Tout s'est empilé les uns sur les autres. Alors le charbon n'a jamais décru, on va le voir après, parce que l'essentiel du charbon sert à produire de l'électricité, et que l'électricité n'a jamais décru. Et vous avez ici le pétrole qui est l'énergie reine des transports. Alors ce que vous avez tout en haut, j'y reviendrai tout à l'heure, en bleu là, c'est les nouvelles énergies renouvelables. Donc c'est l'éolien, le photovoltaïque, le biogaz, la géothermie, je sais pas quoi, enfin tous les machins qui passionnent tant les journalistes, là c'est là. Voilà. Cette courbe présente une inflexion spectaculaire au moment des chocs pétroliers. Et je reviendrai après sur l'effet que ça a eu. Les chocs pétroliers ont marqué un tournant dans l'évolution du monde que je décrirai. Entre 1860 et 1980, vous voyez qu'on est passé de 1500 kWh par personne et par an à environ 20 000. Donc on a un taux de croissance de l'énergie disponible par personne qui est à peu près de 2,5% par an. Alors retenez ce pourcentage, vous verrez après le lien direct qu'il y a avec l'évolution économique qu'on a connue sur cette période. Et puis depuis 1980, ça s'est considérablement tassé et le taux de croissance est plutôt de l'ordre de 0,4%. Et en fait, si j'enlève le charbon en Chine, il est nul. La totalité de la hausse, c'est le charbon en Chine. Ailleurs dans le monde, vous verrez les courbes après, zéro. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on est arrivé au stade où chaque personne sur Terre consomme en moyenne 20 000 kWh par an, c'est-à-dire l'équivalent, en moyenne annuelle, de la mise à disposition, toute l'année, de la puissance musculaire de 200 esclaves. En Occident, on est plutôt à 500. On est plutôt à 50 ou 60 000 kWh consommés par personne et par an. Vous et moi, nous vivons exactement comme si on avait chacun 500 esclaves à notre disposition qui pédalaient toute l'année sur des vélos pour faire tourner toutes les machines qui vous permettent de vivre comme vous vivez aujourd'hui. Les machines qui ont fait les sièges sur lesquels vous êtes assis, les vêtements que vous portez, les lunettes que vous portez, les plats que vous avez mangés à midi, les moyens de transport que vous avez utilisés, qui chauffent cette pièce, qui ont fait la pièce, qui ont fait vos logements, etc., qui ont fait votre iPhone, évidemment essentiel. Tout ça, 50 à 60 000 kWh par an. Donc j'y reviendrai, le pouvoir d'achat de l'énergie, les droits sociaux de l'énergie, les retraites de l'énergie, le divorce de l'énergie, les études longues de l'énergie, les vacances de l'énergie, tout ça de l'énergie. Vous vous rappelez des citoyens athéniens ou romains libres? En fait, c'était une poignée de gens au milieu d'une armée d'esclaves. Les pays occupés, voilà. Et bien nous, c'est exactement pareil, sauf que nos esclaves, donc 7 milliards d'habitants, 1400 milliards d'esclaves virtuels qui permettent aux 7 milliards de vivre comme ils vivent, d'accord, sauf que c'est des machines qui se nourrissent de pétrole et de gaz et de charbon. Ils ne mangent pas du blé, ils mangent du pétrole, du gaz et du charbon. C'est très exactement comme ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors je vous disais qu'en Occident, c'est zéro. Vous avez ici la consommation d'énergie par personne. Alors là, ça démarre de 65, mais c'est surtout la période récente qui m'intéresse.
Donc vous avez ici, et c'est des tonnes équivalent pétrole au lieu d'être kilowattheure, mais peu importe, ce que vous voyez, c'est que ce que je vous disais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, depuis 1980, ça n'a pas augmenté, et là ça a commencé à diminuer, j'y reviendrai après, parce que c'est le début, à mon avis, c'est le début du toboggan. Donc les jeunes qui sont dans cette salle vont avoir la chance, moi aussi du reste, de vivre une période inédite, qui peut être à la fois une période exaltante ou une période terriblement dangereuse, peut-être les deux à la fois, qui va être le renversement d'un système. Hein, c'est la fin de la productivité croissante, on va rentrer dans une ère de productivité décroissante, c'est la fin de la croissance du PIB, on va rentrer dans une ère de stagnation et de récession successive. Donc c'est quelque... Alors je ne sais pas si ça doit être désespérant ou extraordinaire, mais en tout cas c'est une mutation, une vraie mutation qu'on va avoir. Alors reprenons un peu notre histoire. Donc voilà comment a évolué, non plus par personne, mais au total sur Terre, la consommation d'énergie. Donc voilà comment a évolué la capacité de transformation de l'homme sur son environnement. D'accord? Et comme l'énergie qu'on utilise aujourd'hui est utilisée de manière plus efficace qu'il y a un siècle et demi, en fait la capacité de transformation de l'environnement, c'est même pas cette courbe, c'est cette courbe augmentée sur la fin d'un facteur 2 à 3. Et là, vous comprenez qu'en parallèle avec l'augmentation de cette consommation d'énergie et donc de la transformation de l'environnement, eh bien, on a tout un tas d'autres sujets qui se mettent à émerger, qui n'existaient pas avant, parce qu'ils sont corollaires d'une transformation croissante. Donc des pollutions, des artificialisations, des ceci, des cela, enfin, grosso modo, l'essentiel des dommages, entre guillemets, environnementaux sont extrêmement bien corrélés pour une raison de physique de base à la consommation d'énergie. Très bonne corrélation. Encore une fois, l'énergie, c'est changer le monde. Quand vous changez le monde, vous faites des sous-produits indésirables. Donc vous faites de la pollution et des tas d'autres trucs dont vous n'avez pas envie. L'essentiel de cette consommation d'énergie est le fait de combustibles fossiles, j'y reviendrai. Alors, je vous ai dit, ça a fortement changé la situation au moment des chocs pétroliers. Vous avez ici la variation de l'approvisionnement énergétique primaire de l'humanité depuis 1965, et 45, pardon. 45. Et vous voyez ici la moyenne sur la période 45-75, donc en gros c'était plus 5% par an de consommation énergétique de 45 à 75, et ici, post-choc pétrolier, la moyenne est plutôt à 2% par an. Hein, donc vous voyez, il y a une vraie marche d'escalier qui a été descendue. Et en plus ce truc-là est inhomogène. Vous avez ici l'évolution de la consommation énergétique mondiale depuis 65, et je l'ai discriminé en 3 zones. Les pays de l'OCDE, ce qu'on a coutume d'appeler les pays riches, mais enfin qui relativement sont de moins en moins. Parce que vous savez, la Chine, hein, c'est 400 millions d'Occidentaux et 800 millions d'Indiens. Il y a 400 millions d'Occidentaux maintenant en Chine. Hein. Donc, dire que la Chine est un pays émergent, je pense que c'est un truc qui se discute beaucoup. La partie tout à fait émergée de la Chine, à peu près grosse comme l'Europe. Hein. Donc, vous avez ici la consommation des pays de l'OCDE, donc en gros l'Europe, les États-Unis, le Japon et quelques autres pays, la Corée du Sud. Ici, les pays hors OCDE, hors Chine, et ici la Chine. Et ce que vous voyez, c'est que la consommation d'énergie globale des pays de l'OCDE, elle fait là une très belle courbe, très homogène, avec un petit accident en 2009. Mais vous voyez que clairement, on a affaire à une dérivée seconde négative depuis un certain temps. Hein, et ça plafonne, et ça commence à baisser doucement. Hein, j'y viendrai après. Alors voilà ici l'évolution de l'approvisionnement énergétique, l'évolution du taux de croissance de l'approvisionnement énergétique primaire des pays de l'OCDE, et donc la courbe de tendance que vous avez là-dessus vous donne la dérivaison, en gros. Hein. Et donc vous voyez que là on rentre, et ça date pas d'hier, hein. La tendance elle est claire depuis sur 45 ans, hein. Et on va rentrer, vraisemblablement, nonobstant tout effort à mon avis qu'on pourrait faire sur le nucléaire, très utile par ailleurs, mais nonobstant tout effort qu'on pourrait faire sur le nucléaire, on va rentrer dans une époque dans laquelle l'approvisionnement énergétique, au lieu d'être structurellement orienté à la hausse, il va devenir structurellement contraint. Je regarde quelle est la situation aujourd'hui. Alors voilà, tout à l'heure je vous ai montré les évolutions dans le temps. Là, je prends la tranche de saucisson de l'année 2011. Je fais un scanner sur l'année 2011. Alors qu'est-ce qu'on a consommé en 2011 dans le monde? On a consommé pour un peu plus d'un quart du charbon. Alors, énergie primaire, qu'on soit d'accord, c'est l'énergie qu'on extrait de l'environnement. D'accord? C'est l'énergie qu'on trouve dans l'environnement et qu'on extrait. Dans l'environnement, on trouve des machins qui brûlent, charbon, gaz, pétrole, bois, on trouve du rayonnement, on trouve du vent qui souffle, on trouve de l'eau qui tombe, on trouve éventuellement des différences de température entre l'océan de surface et l'océan profond, enfin on trouve ce genre de trucs, ça s'appelle de l'énergie primaire. Alors, en 2011, on a extrait de l'environnement l'équivalent de 13 milliards de tonnes de pétrole en énergie primaire. C'est bien l'équivalent, parce que c'est pas que du pétrole, en contenu énergétique.
Si vous voulez avoir des kilowattheures, vous multipliez 13 milliards par 11 600 et vous avez le résultat. Donc c'était pour un gros quart du charbon, pour un petit tiers du pétrole, pour un gros cinquième du gaz. En gros, 75 à 80% de ce qu'on a extrait, c'est donc ces fameux combustibles fossiles. Ça fait du CO2 quand on s'en sert, difficile d'y échapper, j'y reviendrai tout à l'heure. Cette énergie primaire, on l'a fait passer dans un système énergétique, on ne la consomme pas telle que, en général, on l'a fait passer dans un système énergétique, par exemple le pétrole on raffine, le charbon on le met dans une centrale électrique, c'est-à-dire une grosse bouilloire, et il va nous donner de l'électricité, le gaz on le purifie, donc on fait passer tout ça dans un système énergétique, et on en sort des énergies finales. Les énergies finales, c'est celles que vous faites rentrer dans des machines ou domestiques ou industrielles. Alors exemple de machine domestique dans laquelle vous rentrez une énergie finale, machine à laver le linge, d'accord, ça consomme de l'électricité, qui est c'est une machine, hein, comme son nom l'indique, et ça consomme de l'électricité. Autre exemple, la cafetière, sans laquelle on aurait du mal à travailler. Encore un autre exemple, une voiture. Une voiture est une machine, qui consomme une énergie finale, un carburant raffiné. L'énergie finale, il y en a moins que l'énergie primaire, parce qu'entre les deux, il y a des choses qui s'appellent des pertes. Les pertes, c'est l'énergie que vous perdez en cours de route au moment de la conversion et que vous n'arrivez pas à récupérer. C'est pour l'essentiel des pertes thermiques dans les centrales électriques. Hein, le rendement moyen des centrales thermiques dans le monde, c'est un tiers, et 85% de l'électricité dans le monde est faite avec des centrales thermiques, c'est-à-dire des centrales, c'est des grosses bouilloires compliquées, hein, vous commencez à faire bouillir de l'eau, enfin vous mettez de l'eau sous pression, avant de faire de la vapeur qui va vous faire tourner une turbine qui fera de l'électricité. J'ai dit électricité. L'électricité est une énergie finale. Bien évidemment, on ne mange pas les cafetières sur les éclairs d'orage. Hein. L'électricité, il faut la faire avec autre chose. Donc l'électricité est une aussi bonne idée que la manière de la faire. Ce n'est pas une énergie propre, contrairement à ce qu'affirme le cher PDG de cette chère firme automobile qui s'appelle Renault, qui pose de temps en temps à côté d'une voiture électrique sur laquelle il est écrit en gros 0 CO2. Bon. Une fois que la voiture est faite et que l'électricité est faite, il arrive. Mais sinon, l'électricité est une aussi bonne idée que la manière de la faire. Les pays les plus électrifiés, vous le verrez après, sont aussi les pays les plus émetteurs de CO2, donc il n'y a pas de... L'électricité n'est pas spécialement une énergie propre ou sale, c'est une énergie finale. Comment fait-on l'électricité dans le monde? Alors vous avez ici deux bâtons qui vous donnent la décomposition de la production électrique mondiale juste avant le premier choc pétrolier et il y a quelques années. L'échelle est graduée en milliards de kilowattheures, hein, donc 6 000 milliards de kilowattheures, térawattheures, en 1973, 20 000 en 2007, aujourd'hui on est à 21 000, un truc dans ce genre-là. Pour mémoire, alors je ne connais pas les chiffres pour la Belgique, mais en France, on produit aujourd'hui un peu plus de 500 térawattheures d'électricité par an. Le monde dans son ensemble en consommait 600 en 1945. Le monde dans son ensemble en consommait 600 en 1945. Donc l'électricité, c'est une énergie de la deuxième moitié du XXe siècle. Je pourrais presque dire que c'est une énergie qui est arrivée quand je suis né. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un truc récent. C'est vraiment un truc récent. J'ai quelques sexagénaires dans les gens que je connais dans le monde de la recherche académique. Ils ont grandi dans une ferme dans laquelle il n'y avait pas le chauffage central et pas l'électricité. Ils ont 10 ans de plus que moi. Hein. Donc l'électricité, c'est vraiment quelque chose qui est le fait de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est arrivé plutôt dans les villes. Dans les campagnes, l'électricité, c'est arrivé très tard. En 1973, les 3/4 de l'électricité étaient faits avec des combustibles fossiles. Donc, comme je vous le dis, hein, on fait brûler les combustibles, ça fait de la chaleur, on fait de la vapeur, on fait tourner une turbine. Comme c'est une machine de Carnot, ben, vous perdez une partie de l'énergie en cours de route sous forme de chaleur perdue. En 2007, les combustibles fossiles, c'est 2/3 de l'électricité que nous produisons sur Terre. Et vous voyez que ce qui a le plus augmenté d'une barre à l'autre, c'est le charbon. Encore aujourd'hui, quand vous regardez les centrales en construction dans le monde, c'est le charbon qui arrive en tête. Alors, en France, je ne sais pas comment sont les médias ici, dès qu'il y a un quart de bout de centrale nucléaire qui est construit par un quart de pays quelque part dans le monde, c'est un spin, c'est un sprout, c'est absolument abominable. La Chine met en service une tranche à charbon par semaine. Ça, par contre, les médias français s'en foutent royalement. C'est pareil ici. Et quand vous construisez une centrale à charbon, du CO2, vous en prenez pour 40 ans. Donc le charbon est la première des énergies primaires utilisées pour faire de l'électricité. Après c'est le gaz qui a le plus cru, et après seulement, vous allez trouver l'augmentation de l'hydroélectricité et du nucléaire. Alors parlons charbon.
Je vais prendre le problème dans l'autre sens. Voilà à quoi ressemble la quantité de charbon consommée sur Terre depuis 1970, enfin 71 en l'occurrence. C'est gradué en millions de tonnes équivalent pétrole, et vous voyez que l'essentiel va dans l'électricité. Donc l'essentiel du charbon extrait sur Terre va dans la production électrique. Ce qui va dans la sidérurgie, c'est juste le petit machin rouge là. Alors c'est du charbon à très haute valeur ajoutée, hein, mais en termes de quantité de charbon consommé sur Terre, c'est juste un petit machin. Je ne l'ai pas en dynamique, mais c'est pas grave. Ici, vous avez la répartition par usage du pétrole consommé sur Terre en 1973 et en 2007. Vous voyez que les usages industriels ont diminué, que le transport a très fortement augmenté, que la matière première pour faire du plastique, c'est ça le non énergétique, a très fortement augmenté, et enfin que, autre, c'est essentiellement le chauffage, lui il a plutôt diminué. Prenons le gaz. Alors le gaz, il sert à des tas de machins, mais il sert quand même beaucoup au chauffage en jaune et à la production électrique en bleu. Et dans l'industrie, il sert essentiellement à produire de la chaleur. Par exemple, dans la sidérurgie, vous réchauffez des brames avec du gaz. Dans les fours à verre, vous utilisez du gaz pour chauffer le sable, etc. On a aussi, alors tout ça, encore une fois, c'est pas tellement pour vous abreuver de chiffres, c'est pour vous donner les grandes tendances. On a également sur Terre des énergies renouvelables. Je vous ai montré tout à l'heure les nouvelles renouvelables, là c'était le petit filet, là, machin. Alors il y a une loi du genre qui marche très bien dans les médias français, qui est que la pagination dans les médias sur les énergies renouvelables est inversement proportionnelle à leur importance réelle. Je ne sais pas si c'est pareil ici, mais en France, c'est une loi qui marche extrêmement bien. La première énergie renouvelable dans le monde est de très loin, c'est le bois, et les déchets de bois et les gousses de yak, etc. Alors il se trouve qu'une partie de cette énergie n'est déjà plus renouvelable dans un certain nombre d'endroits dans le monde, et en particulier la recherche de bois de feu en Afrique, qui est une cause avérée de déforestation. Mais comme on a du mal à savoir ce qui est renouvelé et ce qui n'est pas renouvelé dans cette histoire, pour le moment les usages continuent à être de mettre tout le bois dans le renouvelable, ce qui se discute. La deuxième énergie renouvelable dans le monde est de très loin, c'est l'hydroélectricité, et quand vous regardez les capacités en construction aujourd'hui dans le monde, c'est aussi de très loin la première des énergies électriques renouvelables, loin devant le vent. Et ensuite seulement, vous avez le vent. Alors là j'ai mis en équivalent primaire, ce qui est la plus avantageuse des conversions, ça fait moins de 1%. Les agrocarburants, ça fait 1,5%. Vous avez aujourd'hui sur Terre 60 millions de tonnes d'équivalent pétrole d'agrocarburants. En face, vous avez 4000 millions de tonnes de vrai pétrole. D'accord ? Donc pour remplacer 1,5% du pétrole que nous consommons, on consomme déjà quasiment la moitié du maïs américain pour faire ça. Les Américains transforment en éthanol 40% de leur maïs, c'est-à-dire la même quantité que ce qui va nourrir des animaux. Ce qui, de mon point de vue, est un scandale absolu. Voilà, donc et vous voyez les ordres de grandeur auxquels on arrive. Vous voyez les ordres de grandeur auxquels on arrive. Et enfin, le photovoltaïque aujourd'hui, c'est 0,1%. Alors, imaginons que vous soyez un constructeur de voitures et que les ventes sur les voitures baissent, et vous vous dites, c'est pas grave, je vais compenser en vendant des trombones. D'accord ? Question ? Ça, c'est une question pour un champion en maths. C'est quoi les pourcentages composés que vous devez appliquer aux trombones pour que le chiffre d'affaires des trombones se mette à compenser le chiffre d'affaires des voitures perdues? D'accord ? Et puis après, vous vous demanderez si éventuellement les gens ont besoin d'autant de trombones. Donc là, c'est pareil. De temps en temps, vous voyez passer des calculs en disant oui, c'est pas grave que ce soit à 0,1, un jour, ça sera. Bon, je vais regarder un peu près ce que ça veut dire. Alors, cette énergie, je vous l'ai déjà dit 2 fois, je vais vous le rappeler une 3e fois, elle a transformé vos vies et notamment, elle vous a permis, pour tous ceux d'entre vous qui sont étudiants ou jeunes ingénieurs, de faire le métier que vous faites. Vous avez ici, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est pour la France, mais qualitativement, ça s'est passé exactement de la même manière dans tous les pays occidentaux. Vous avez la décomposition de l'emploi sur les 2 derniers siècles en France. Donc vous voyez le français ordinaire, mais je pense que le belge ordinaire c'était pareil, il y a 2 siècles, il était agriculteur, paysan. Il a poussé les patates. Les 2 tiers de la population arrivaient à produire de la nourriture pour se nourrir eux, plus le tiers restant qui faisait autre chose. D'accord ? Donc, un agriculteur arrivait à nourrir 1,5 personnes. D'accord ? Bon. Vous aviez également ce qu'on appelait de l'industrie, mais qui à l'époque était le début de petites usines, et puis vous aviez beaucoup d'artisanat, et puis les services, et à l'époque les services c'était essentiellement les commerçants et les employés de maison. Vous n'aviez pas encore la finance triomphante,
vers laquelle j'espère que le moins d'ingénieurs possible de l'ULB s'est dirigé. Puis arrivent les machines. Au moment de la crise de Lehman Brothers, il y a le patron retraité de Saint-Gobain qui disait partout « Ah, on va enfin pouvoir récupérer nos ingénieurs. » Arrivent les machines. Alors les machines au début, elles sont industrielles, elles ne sont pas dans les champs, mais elles vont permettre de faire des outils agricoles de plus en plus performants. Donc on perfectionne des tas de techniques, les fers des chevaux, les charrues, je ne sais pas quoi, etc. On est capable de les fabriquer en grande série, et ça augmente fortement la productivité du travail agricole. Et puis un jour, on se met même à mettre les machines dans les champs, ça s'appelle des tracteurs, et à ce moment, on augmente encore plus rapidement la productivité du travail agricole. Comme au moment où on augmente la productivité du travail agricole, on n'augmente pas corrélativement les surfaces à cultiver, que la superficie d'un pays, elle est ce qu'elle est, donc vous pouvez couper une partie des forêts, ce qu'on a fait du reste pour faire des champs, mais enfin ça va beaucoup moins vite que la productivité du travail agricole. Et bien vous sortez les agriculteurs des champs. Mais ça arrive à une époque où il y a des tas d'autres ressources à transformer avec plein d'énergie pour faire des tas de machins. On peut faire des objets manufacturés, on peut faire des draps en coton, on peut faire des machines du reste à faire les draps en coton, on peut faire les débuts de l'industrie chimique. Donc on prend toutes les autres ressources qu'il y a sur Terre, on prend l'énergie et on met les gens dans des boîtes à transformer les ressources et l'énergie en objets qui s'appellent des usines. D'accord ? Les gens dans ces boîtes, on appelle des usines. Et puis derrière, on met des services pour vendre ce qui sort des usines. Et donc, vous avez l'emploi dans l'industrie et dans les services qui augmente. Arrive le choc pétrolier, c'est-à-dire l'inflexion sur la quantité d'énergie disponible par personne, que je vous ai montré tout à l'heure. À ce moment, arrêt de la hausse très rapide de la productivité. La productivité continue à monter beaucoup moins vite. Elle monte plus vite que le flux industriel global. Et à ce moment, la part de l'emploi dans l'industrie se met à descendre. Comme dans les services, les gains de productivité sont beaucoup plus lents à obtenir, ça ne vous empêche pas que dans le même temps, on continue à augmenter les services. Parce que quand vous avez un flux industriel qui augmente même faiblement, derrière, vous pouvez mettre un flux de services qui augmente même faiblement. Mais on voit aussi apparaître à cette époque un truc qui n'existait pas avant, qui s'appelle le chômage. Avant les chocs pétroliers, nulle part en Occident, sauf au moment de la crise de 29, vous n'aviez de chômage structurel significatif. Nulle part. Vous pouviez avoir un petit chômage résiduel, comme dans les pays de plein emploi aujourd'hui, à 1-2%, mais vous n'aviez pas de chômage structurel à 10%, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ce truc-là arrive dans tous les pays occidentaux en même temps. Le chômage est le mal des pays occidentaux depuis les chocs pétroliers. Avant, ça n'existait pas. Et c'est la conséquence directe du fait que vous n'avez plus assez d'énergie pour permettre au système de s'organiser. Vous n'avez déjà plus assez d'énergie pour permettre au système de s'organiser comme il s'organisait avant. Alors ça, c'est la vue dynamique. Maintenant, je vais vous donner une vue statique dans le monde du lien entre l'énergie et l'activité agricole, pour commencer. Ce graphique est gradué avec en ordonnée le pourcentage de la population active qui est dans l'agriculture et en abscisse la consommation d'énergie par habitant. Chaque point représente un pays dans le monde. D'accord ? Donc ce point-là, par exemple, c'est un pays dans lequel il y a 30% des gens qui travaillent dans l'agriculture et on est à peu près à 4 tonnes équivalent pétrole de consommation énergétique par personne et par an. Ce que vous voyez, c'est que plus on consomme d'énergie dans un pays, et plus la fraction des gens qui travaillent dans l'agriculture est basse. Donc ça, c'est la version statique de ce que je vous ai montré juste avant, là, où vous voyez qu'au fil du temps, avec l'approvisionnement énergétique qui a augmenté, la fraction des individus qui travaillaient dans l'agriculture a baissé. Un tracteur, ça remplace 1000 paires de jambes. Un tracteur de 70 kW, 100 chevaux, ça vous développe la même puissance que 1000 paires de jambes. Donc vous donnez un tracteur à un agriculteur, et au lieu d'être capable de nourrir lui, plus une demi-personne à l'extérieur de son champ, eh ben, il est capable de nourrir 100 personnes. Voilà. Lui plus le tracteur. Lui plus ses 1000 esclaves virtuels. Voilà. Et alors, autre chose qui va sûrement beaucoup vous perturber, le fait que la tertiarisation de l'économie, dont vous avez vu dans cette vision dynamique, qu'elle arrive une fois qu'il y a plein d'énergie, et donc on peut mettre tout le monde dans les services, puisque toutes les activités productives sont assurées par des machines, eh bien, on va la retrouver si on prend une vision statique du monde aujourd'hui, qui est celle-ci. Là, vous avez un graphique sur lequel, en ordonnée, vous avez les émissions en CO2 par personne et par an,
et en abscisse, la fraction des actifs qui travaillent dans les services. Et chaque point représente un pays dans le monde. Donc ce point là par exemple représente un pays où vous avez 25 tonnes de CO2 émises par personne et par an, et vous avez à peu près 70% de la population qui travaille dans les services. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est que si le fait de mettre les gens dans un bureau devait permettre de faire baisser les émissions de CO2, le nuage de points, il s'organiserait en ligne descendante de la gauche vers la droite, c'est-à-dire que plus vous avez de gens dans les services, et plus les émissions de CO2 par personne seraient basses. D'accord? Comme nous n'avons pas encore vu une partie de la soirée, vous pouvez tous constater que ce n'est pas comme ça que le nuage de points est organisé. D'accord? Et si on doit avoir une tendance, si vous amusez à faire une régression sur ce nuage de points, à la hausse. Et si vous prenez les États-Unis, bien les États-Unis sont là. 80% de l'emploi dans les services, et comme chacun sait, c'est des gros cochons dégueulasses qui mettent plein de CO2 dans l'atmosphère, on l'a suffisamment répété de ce côté-ci de l'Atlantique. Donc, ce que vous voyez là, non, mais non, vous savez, les Européens ne sont pas plus prêts à abandonner leur mode de vie que les Américains ne sont prêts à abandonner le leur. On a beaucoup glosé sur les Américains, mais pareil. Ce que vous voyez là, c'est le fait que l'idée sympathique que mettre les gens dans un bureau dont ils sortent le pli du pantalon impeccable, la preuve, vous voyez, ça va permettre de dématérialiser l'économie et donc de faire moins de CO2 par personne. En fait, c'est pas vrai du tout, ça fait l'exact inverse, tout simplement parce que si vous êtes tous dans un bureau, c'est qu'il y a plein de machines partout ailleurs qui bouffent plein d'énergie. Ce qui veut dire aussi autre chose, ça veut dire que je suis raisonnablement convaincu du fait que dans un monde sous contrainte énergétique, la part du travail manuel ne va pas baisser, elle va augmenter. Elle va augmenter. On va transpirer plus pour gagner moins. En gros. Sarkozy avait à moitié raison quand il a dit qu'on allait travailler plus pour gagner plus. Relativement au fait de moins travailler, il a raison. Et dans l'absolu, il manquait juste un petit adverbe à changer à la fin de sa phrase. Ce que je vous explique depuis une demi-heure, je vais le schématiser maintenant de manière très simple, par opposition à la vision économique conventionnelle que vous avez. Là, je représente la manière dont vos chers politiques, et les miens, c'est pas mieux, nos amis de la Banque centrale, et tous les académiques du monde économique, sauf exception, tous les académiques du monde économique, sauf exception, voient l'économie. L'économie a deux facteurs de production, le capital humain et le travail. D'accord? Je suis sûr que si vous avez eu des cours d'économie à l'école, c'est ce que vous avez appris. Ça fait un système productif, et il en sort une production. Si la production n'est pas assez élevée pour payer les retraites, je détaxe le travail, je demande aux banques de prêter pour qu'on investisse, plus de capital, et hop, le PIB repart en 40. Bon. On a essayé cette recette encore et encore depuis 35 ou 40 ans, ça marchote de moins en moins bien. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, tout simplement parce que le système ne s'organise pas comme cela. Le système s'organise de la manière suivante. Notre système productif n'est qu'une énorme machine à transformer des ressources avec une activité de transformation qui, comme je le disais tout à l'heure, est par définition du travail, ou plus exactement de l'énergie. À l'époque où nous n'avions que nos muscles, notre capacité de transformation des ressources était de 1, et maintenant qu'on a les machines, elle est passée à 200. Et il y a toujours plein de ressources à transformer, des tas de cailloux à concasser pour faire des immeubles et des routes, des tas de molécules à aller chercher dans l'environnement pour faire des vanillons et des lunettes. Donc, notre machine économique, c'est juste une énorme machine à transformer des ressources naturelles dont je vous rappelle qu'elles sont gratuites. Hein, les ressources naturelles, c'est le fruit de 15 milliards d'années d'évolution depuis le Big Bang pour lesquelles vous n'avez pas payé un centime. Rien, nada, gratos. 15 milliards d'années d'évolution depuis le Big Bang. Ça a fait 2 générations d'étoiles, la planète Terre, tous les minerais, tous les éléments du tableau de Mendeleïev, un système climatique, un océan, le bagage génétique de 30 millions d'espèces, etc. Gratos. Dans ce cas-là, on n'existait pas. Puis un jour, on arrive, on trouve tout ça, c'est le supermarché, c'est génial, il n'y a rien à payer. Hein. Donc on sert, on transforme, et ça fait des produits. Tout ce que vous payez dans un produit que vous achetez, c'est une somme de rémunération que vous avez payée à des hommes pour aller de ressources gratuites à l'objet que vous achetez. C'est tout ce que vous payez. C'est comme ça qu'est fabriqué le système économique. Donc quand vous achetez ce verre, vous payez tout sauf ce qui constitue le verre. Tout le reste, vous le payez. Vous payez le mec qui a cherché le pétrole, parce que c'est du plastique,
vous payez le mec qui a cherché le minerai de fer, vous payez le mec qui a extrait le minerai de fer et qui l'a transformé en dérique, vous payez tous les ingénieurs de Schlumberger et des techniques absolument, je suis sûr qu'il y en a qui sortent d'ici, du reste absolument merveilleux, qui ont utilisé toutes ces ressources pour extraire les matières premières, vous payez les gens d'Arkema ou de Solvay, peut-être bien, qui ont construit des usines avec d'autres ressources gratuites. Voilà ce que vous payez. Vous ne payez pas le verre. Ça, vous ne payez pas. C'est le seul truc que vous ne payez pas dans cette histoire. Alors vous comprenez que si on a un goulet d'étranglement sur l'énergie qu'on ne regarde pas en tant que telle, physiquement, vous avez donc un goulet d'étranglement sur votre capacité de transformation et vous allez avoir un goulet d'étranglement sur la production qui en sort. Donc si vous avez moins d'énergie, vous avez moins de PIB, je vous montrerai après que ça marche extrêmement bien. Et si vous avez moins de ressources, de manière contrainte, vous aurez aussi moins de PIB. Alors je vais prendre un exemple tout bête qui est celui de la pêche. C'est quoi la pêche? C'est l'extraction des poissons de l'océan. Le poisson, je vous disais tout à l'heure, l'océan est arrivé gratuitement, le bagage génétique du poisson est arrivé gratuitement, du reste le poisson arrive gratuitement, il pézouille dans l'océan, il se reproduit tout seul, et vous avez plein de poissons à pêcher, tout ça est gratuit. Et oui, l'océan est un panard géant, comme chantait Renaud. Donc, vous avez les poissons qui arrivent spontanément dans l'océan, et le PIB, c'est la valeur des poissons extraits de l'océan, avec des bateaux alimentés au gasoil, parce que si vous essayez de faire avancer à la rame les chalutiers du Guilvinec, ça ne marche pas bien. Imaginons que vous ayez du capital, c'est-à-dire le bateau, que vous ayez du travail, c'est-à-dire des marins, que vous ayez des ressources, c'est-à-dire des poissons, et que vous n'avez pas le gasoil, pas de PIB. Encore une fois, à la rame, les chalutiers du Guilvinec, ça ne marche pas bien. Imaginons maintenant que vous ayez du capital, c'est-à-dire des bateaux, du travail, c'est-à-dire des marins, éventuellement du gasoil, on s'en fout, pas de poissons, pas de PIB. Imaginons que vous ayez un four à ciment, ou à clinker, pas de carrière, d'où extraire du calcaire, pas de ciment, pas de PIB. D'accord? Donc, les deux seules choses qu'on regarde dans les conventions économiques ordinaires, c'est-à-dire le capital humain et le travail humain, sont justement les deux choses qui sont aujourd'hui devenues surabondantes. Le travail, il y en a plein, parce qu'il y a du chômage partout, on a trop de travail, pas trop par rapport à ce qu'on est capable d'utiliser, et du capital, il y en a partout, parce que l'Allemagne emprunte à taux négatif. On a trop de pognon, et on a trop de travail. Par contre, les deux trucs qu'on ne surveille pas, on commence à ne plus en avoir assez pour que le système continue comme avant, de l'énergie et des ressources. Mais manque de peau, c'est les deux trucs qu'on ne surveille pas. D'où cette idée de crise qu'on ne voit pas venir. En fait, on ne les voit pas venir si on utilise les outils économiques standards. Vous allez voir qu'on les voit très bien venir si on utilise l'énergie comme proxy de la production à venir. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'une règle de 3. J'espère que vous me pardonnerez la règle de 3 à cette heure tardive. Ma règle de 3, elle commence avec quelque chose de très simple qui est que le PIB mondial est égal à lui-même, ce sur quoi j'espère que, tant que nous n'avons pas vu, nous serons encore d'accord. Je divise et je multiplie le PIB mondial par l'énergie consommée dans le monde. Alors là, je fais apparaître un terme qui est l'efficacité énergétique de l'économie. C'est quoi l'efficacité énergétique de l'économie? C'est combien d'euros de valeur ajoutée je crée avec une unité physique de transformation du monde, c'est-à-dire une unité d'énergie. Donc je transforme le monde, ça me crée de la valeur ajoutée. Avant, j'avais du minerai, après j'avais un couteau. C'est plus facile de couper sa viande avec un couteau qu'avec du minerai de fer. Donc, je crée quelque chose, mais pour cette transformation, j'ai utilisé de l'énergie. Plus je suis capable de créer quelque chose qui m'est très utile, donc avec beaucoup de valeur ajoutée en ayant utilisé peu de transformation physique, donc peu d'énergie, et plus mon économie est considérée comme étant efficace. D'accord? Et je multiplie par l'énergie. Et je vais ramener ça à la population. Je dis donc que le PIB par personne, c'est-à-dire la production par personne, qui soit dit en passant est aussi les revenus par personne, c'est pour ça que le PIB nous intéresse tant, eh bien c'est strictement égal, c'est à peu près strictement égal, à l'efficacité énergétique de l'économie fois la quantité d'énergie par personne. Strictement égal. D'accord? Si je fais une dérivée, pardon, alors si je la fais, si je prends les logarithmes, c'est toujours strictement égal. Si je prends les variations, on va dire que c'est une égalité qui reste vraie au premier ordre. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que la fameuse croissance du PIB par personne, celle qui est promise par tout candidat qui se respecte aux élections, est égale à la variation, exactement la croissance quand il y en a, de l'énergie par personne, plus la variation de l'efficacité énergétique de l'économie. Point. Il n'y a pas besoin de modèle macroéconomique couplé, compliqué, je sais pas quoi, imbitable, sauf par le mec qui l'a fait et encore. Non, non. Très simple. L'énergie par personne, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était 2,5% par an pendant un siècle avant 80. Après, c'est descendu à 0,4.
L'efficacité énergétique de l'économie, ça fait quelques dizaines d'années que ça se balade aux alentours de 1%, un peu moins, avec des phases variables. Et donc, vous devez vous attendre, la théorie vous dit que le PIB par personne devait augmenter de 3% par an en moyenne mondiale avant les chocs pétroliers, et que depuis, ça doit être de l'ordre de 1% par an. Par personne, hein. Attention, c'est corrigé de la démographie. Ce n'est pas la croissance du PIB total. Hein. Et voilà ce que vous disent les chiffres, tenus par une institution respectable, puisque c'est la Banque mondiale. La Banque mondiale vous dit qu'au moment des 30 glorieuses, le PIB par personne augmentait bien de 3% par an en moyenne. Donc ce que vous avez en bleu, c'est la variation annuelle, et ce que vous avez en rouge, c'est la moyenne par décade, la moyenne par décennie. Hein. Et aujourd'hui, on se balade aux alentours de 1 quelque chose % par an. Donc la bonne question, c'est de savoir si derrière, on est à 0 plus, 0 moins, etc. Alors, voilà le paysage pour les membres de l'OCDE. Vous voyez que les marges d'escalier sont plus marquées. Hein. Ici, vous avez des marges d'escalier faibles. Là, elles sont significativement plus marquées. Là, vous avez le pays d'où je viens. Et là, vous avez le pays où nous sommes. Pareil partout. Donc, de deux choses l'une, ou vos politiques sont aussi stupides que les nôtres, ou il y a une raison structurelle qui les transcende. On est d'accord, hein, c'est either or. Voilà une autre manière de présenter quelque chose, enfin exactement, voilà un autre résultat attendu dans ce que je vous ai dit. Hein. À partir du moment où la capacité de transformation est essentiellement liée, non pas au nombre de gens qui travaillent, mais à l'énergie qu'on a, on s'attend à voir le PIB covarié comme l'énergie. C'est très exactement ce qu'on observe ici. Vous avez dans le monde depuis 65, en vert la variation de la quantité d'énergie consommée et en bleu la variation du PIB mondial. Hein, et vous avez quelque chose qui est extrêmement cohérent avec ce que je vous ai annoncé avant. Vous avez une autre manière toujours de présenter le même résultat. Sur ce graphique, sur ce nuage de points, représente de 1965 à 2011, donc là c'est 65 et là c'est 2011, pour le monde dans son ensemble, en abscisse la consommation d'énergie et en ordonnée le PIB mondial. Et ce que vous voyez, c'est que ce nuage de points s'organise de manière absolument remarquable le long d'une droite. Dis-moi combien tu consommes d'énergie, je te dirai où est ton PIB. Alors il y a des effets de bord, liés notamment au fait que les flux physiques qui consomment de l'énergie peuvent avoir lieu en dehors du pays où est compté le PIB qui en résulte. Par exemple, quand vous avez une activité de négoce, j'achète une cargaison de blé à Singapour et je la revends à la Nouvelle-Orléans, donc il y avait un port là-bas, eh bien, j'ai empoché la plus-value qui en résulte, alors que l'énergie qui physiquement correspond à la valeur ajoutée, c'est de l'énergie de fraction du bateau qui va de Singapour à la Nouvelle-Orléans, et ça ne s'est pas passé en Suisse si mon négociant est en Suisse. D'accord ? Donc quand vous regardez un pays pris isolément, vous avez des effets de bord qui peuvent perturber cette corrélation, mais si vous regardez le monde dans son ensemble, c'est absolument spectaculaire. Par contre, et là je vais vous perturber aussi, au niveau mondial, et j'insiste là-dessus, il n'y a pas de corrélation entre le prix de l'énergie et le PIB. Voilà le plat de nouilles. C'est quoi le plat de nouilles? C'est à raison d'un point par an, 1960 ici, 2011 là, en abscisse le prix du pétrole, et il faut savoir que les 3/4 de la dépense énergétique dans le monde en énergie primaire, c'est du pétrole, d'accord? Et jusqu'à une époque récente, en plus, dans la totalité des régions du monde, le prix des autres énergies, c'est-à-dire gaz et charbon, était indexé sur celui du pétrole. Donc en gros, regardez le prix du pétrole et vous avez la dépense énergétique mondiale. Eh bien, ce que vous dit ce graphique, c'est que le prix du pétrole, il peut descendre, monter, ça ne change pas l'orientation de fond du PIB pour le moment. D'accord? Là, le prix du pétrole descend et le PIB monte, puis le prix du pétrole monte et le PIB monte, puis le prix du pétrole descend et le PIB monte, puis le prix du pétrole zigzagouille autour d'une valeur constante et le PIB monte, puis le prix du pétrole monte et le PIB monte. Voilà. Au niveau mondial. Pourquoi au niveau mondial? Parce que le pétrole, il y a un acheteur et un vendeur, donc si le vendeur s'appauvrit, le pétrole explose, l'acheteur s'enrichit. Donc ça ne change pas. Ce qui change, encore une fois, ce qui pilote le PIB mondial, c'est la quantité. La quantité. Le prix, c'est secondaire. Alors le prix va faire beaucoup souffrir les importateurs, on y viendra après. Par contre, au niveau mondial, encore une fois, plus vous payez cher, et plus l'acheteur est content. Et plus le vendeur est content. Hein? Enfin, dernier point, et ce que je vais vous montrer là est valable pour tous les pays dans le monde,
Vous avez ici, alors ça c'est le drame de l'ingénieur, je peux vous dire tout de suite, hein, parce que l'ingénieur, il est vachement content quand il découpe. Il a un objet qui consomme moins d'énergie pour rendre le même service, il dit ça y est, j'ai sauvé la planète. Vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous avez ici pour les États-Unis, depuis 1950, enfin 52 en l'occurrence, le PIB en bleu, la consommation d'énergie en rouge, et l'endettement, public et privé, noir. Au moment où PIB et énergie se découpent, c'est-à-dire que l'énergie se met à monter moins vite que le PIB, à ce moment, vous voyez qu'il y a une rupture de pente sur l'accroissement de l'endettement. D'accord? Et c'est très exactement le moment où vous avez votre point d'inflexion sur l'approvisionnement énergétique par personne. Alors, je n'ai pas le temps malheureusement de rentrer dans les détails ce soir, j'ai un certain nombre de travaux académiques qui sont en cours sur cette question. Il est assez vraisemblable que l'un résulte de l'autre. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus assez d'énergie pour assurer la croissance physique que vous aviez avant, vous allez essayer de relancer l'économie, notamment par les investissements. Donc vous allez demander aux gens de s'endetter pour acheter des tas d'équipements pour que la production reparte. Mais comme vous n'avez pas l'énergie pour que la production reparte, la production ne repart pas et les gens ils restent avec leurs dettes sur les bras. C'est exactement pareil pour les États. Vous avez embauché des tas de fonctionnaires que vous ne pouvez pas virer et que vous augmentez de 3% par an à l'époque où tout allait bien, et puis au moment où les choses vont moins bien, vous continuez à avoir besoin de les payer 3% par an de plus tous les ans, et vous avez besoin de vous endetter pour assurer ça. Je ne dis pas que les fonctionnaires sont des gens idiots, je dis juste que le système a été construit pour être efficace dans l'accélération, et quand vous avez une décélération, un des effets de bord qui apparaît, c'est l'endettement croissant. Et comme je pense qu'il n'y aura plus l'activité économique croissante permettant de rembourser la dette, la conclusion que j'en tire, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y aura ce que les financiers appellent un haircut, c'est-à-dire que ce qui valait 100 la veille aura 0 le lendemain. Voilà. Toute la question est de savoir quand. Ça peut arriver doucement dans le temps, c'est de l'inflation, et ça peut arriver plus brutalement, c'est le défaut. Donc ce que je vous ai expliqué depuis le début de cette intervention, c'est qu'en gros, le monde moderne dans lequel nous vivons est vraiment issu de ce cadeau merveilleux que la nature nous a fait gratuitement, parce que j'insiste, le pétrole est aussi gratuit que le vent. Il est aussi gratuit que le vent. Vous n'avez rien payé pour la formation du pétrole. Rien. Vous payez aux propriétaires du moment, mais je vous signale que si vous voulez accéder à du vent, vous payez aussi aux propriétaires du moment. Si vous voulez planter une éolienne, vous payez le paysan qui possède le champ, vous allez planter l'éolienne. Donc le pétrole est aussi gratuit que le vent. Par contre, il s'extrait de l'environnement avec beaucoup moins de travail par kilowattheure que l'énergie du vent. Donc c'est normal qu'il vaille considérablement moins cher que l'énergie du vent. C'est juste de la physique. C'est pas une affaire d'idéologie de je sais pas quoi, c'est juste de la physique. La nature a fait pour nous une énergie concentrée merveilleuse. Et enfin, tous les jeunes qui sont dans la pièce, choisissez bien votre conjoint, parce que quand on divorce, on augmente la consommation d'énergie des ex-conjoints de 60%, 2 fois plus de logements, c'est l'une des raisons de la crise du logement dans les pays occidentaux, enfin quand la démographie est pas à la baisse comme en Allemagne. 2 fois plus d'objets de la vie dite courante à fabriquer, hein, des tables, des chaises, des machines à laver, des télévisions, etc. 2 fois plus d'énergie de chauffage, hein, évidemment. Quelques trajets pour les gosses quand il y en a. Vous augmentez la consommation d'énergie des ex-conjoints de l'ordre de 50%. Donc dans un monde sous contrainte énergétique, alors ça se manifestera par une contrainte économique, évidemment, hein, on ne divorcera plus comme aujourd'hui. Il n'y a que dans les pays pleins d'énergie qu'on divorce, soit dit en passant. Dans les pays qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, on ne divorce pas. Je ne sais pas si la solution est meilleure, c'est rien, bon débat. Chacun en fait. Voilà, donc, quand vous regardez bien, hein, quand vous faites des forages à travers toutes les couches que nous avons construites en un siècle et demi, vous vous rendez compte qu'on retrouve l'énergie à peu près partout. À peu près partout. Hein. Dans l'occupation du territoire, c'est pareil, les villes étalées de l'énergie, tout ça c'est de l'énergie. Tout ça c'est de l'énergie. Donc l'énergie, comme ça a été dit en introduction, c'est pas un secteur économique parmi d'autres. C'est le sang de l'exosquelette 500 fois puissant comme nous qui nous a permis de vivre dans le monde dans lequel nous vivons. C'est ça l'énergie. C'est le sang. Priver un individu de son sang, ça a beau peser 10% de son poids, en général ça va pas très bien. Voilà, donc on a fait quelque chose de merveilleux avec les combustibles fossiles. Alors maintenant on va s'intéresser à 2 questions. Pardon. La première, c'est combien de temps la fête peut continuer en ce qui concerne l'extraction? C'est-à-dire combien de temps on peut avoir une extraction croissante de ces fameux combustibles fossiles? Et il y a une question aval qui va avec, qui est combien de temps est-ce que je peux mettre dans l'atmosphère une espèce chimique qui a la mauvaise idée ou la bonne, enfin qui a eu la bonne idée d'absorber le CO2, sinon on ne serait pas là, mais qui a aussi la mauvaise idée d'absorber le CO2, si on en met trop, ça chauffe, avant que le résultat de l'expérience ne soit plus désagréable que l'idée qu'on s'en fait. Alors je vais traiter rapidement les 2 questions.
La première, je rappelle que les énergies fossiles ont un temps de formation qui est de l'ordre de la centaine de millions d'années, donc aux échelles de temps qui nous intéressent, on peut considérer qu'il y a un stock de départ qui est donné une fois pour toutes. Alors on peut s'empailler pendant 2 heures pour savoir quelle est la taille du stock, il reste des gens qui ne demandent pas de le faire. La seule chose qui m'intéresse pour ce que je vais vous dire après, c'est que le stock de départ est donné une fois pour toutes. Juste ça, ça me suffit. Parce que quand vous avez un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, ce qui est vrai pour les hydrocarbures mais aussi pour les minerais, vous avez appris en maths qu'on ne peut pas avoir une extraction annuelle indéfiniment croissante. Vous vous en rappelez d'avoir appris ça en maths? Oui. Vous ne pouvez même pas avoir une extraction annuelle qui est indéfiniment constante. En fait, vous démontrez qu'en pareil cas, la valeur moyenne de votre fonction, elle est nulle sur n'importe quel intervalle non nul, et nulle à moins l'infini, nulle à plus l'infini, et passe par un maximum entre les deux. En fait, le cumul de votre fonction, c'est-à-dire la surface sous la courbe, l'intégrale de votre fonction, elle est au plus égale à la valeur du stock extractible de départ. Donc dès que vous avez un stock de départ qui est fixé une fois pour toutes, peu importe sa valeur, vous aurez un maximum à l'extraction annuelle. Donc vous aurez un pic. Vous aurez un pic à la production mondiale de pétrole, vous aurez un pic à la production mondiale de gaz, vous aurez un pic à la production mondiale de minerais de cuivre, de tungstène, de vanadium, de chrome, de nickel, de fer, d'aluminium, just name it, vous aurez un pic. D'accord? Phosphate, pic. 3 questions, toujours les mêmes. Alors ça, en termes de méthode, pour les ingénieurs ou futurs ingénieurs, je pense que c'est capital. Quand au plus tard, à quel niveau au plus haut, et est-ce que c'est grave de le passer de manière involontaire, ou est-ce que c'est une catastrophe de le passer de manière involontaire? C'est ça les 3 questions. Le fait qu'il y ait un pic ou pas de pic, c'est un théorème de maths. Vous considérez que les théorèmes de maths sont devenus invalides quand le résultat nous déplaît. Moi, j'ai quelques doutes. Donc, 3 questions, et 3 seulement. Quand au plus tard, à quel niveau au plus haut, quelles conséquences? Est-ce qu'il faut le provoquer? Est-ce qu'il faut l'attendre, mais savoir le gérer? Est-ce qu'il faut l'anticiper? Quoi? D'accord? Ça, c'est des questions. Alors, les pics sont faciles à prévoir quand ils sont déjà passés. C'est mieux. Voilà un pic facile à prévoir parce qu'il est déjà passé, c'est celui des découvertes de gaz et de pétrole, qui est survenu à peu près au moment de ma naissance. Je vais demander à Mme Tessier, Elisabeth, il y avait un rapport entre les deux, j'attends la réponse. Donc ce que vous voyez, c'est que les découvertes mondiales d'hydrocarbures, gaz et pétrole, sont passées par un maximum dans les années 60. À l'échelle de ce graphique, qui est en milliards de barils équivalent pétrole, les découvertes que vous avez actuellement au large du Brésil, c'est de cet ordre-là. Le subsal profond là, que vous avez au large du Brésil, c'est de l'ordre de cette barre. Alors je peux vous dire que, pardonnez-moi cette expression triviale, Petrobras va se faire de couilles en or, absolument certain, ça ne changera que très marginalement le destin mondial. Ça changera énormément le destin des actionnaires de Petrobras s'ils ne sont pas plantés dans leur déval, mais mondialement, c'est d'accord, ça ne change pas grand-chose. Voilà un pronostic qui a été fait par des géologues pétroliers que je connais, sur à quoi pourrait ressembler la production mondiale de liquide. Alors, nous sommes là, et là, vous avez une agrégation de ce qu'on appelle le pétrole conventionnel. Ici, vous avez l'offshore profond, donc typiquement le subsalt. Là, vous avez les cochonneries canadiennes et les cochonneries vénézuéliennes, les extra lourds de l'Orénoque. Ici, vous avez les liquides de gaz, qui sont des condensats qui sortent du gaz quand on l'extrait, et dont, voilà, c'est pas exactement du pétrole, mais peu importe. Et là, vous avez l'agrocarburant, le coal to liquids, etc. En gros, c'était peut-être il y a 3 ans, ça sera peut-être dans 10 ans, enfin, d'accord, on y est. Puis je vais vous dire qu'en Europe, on y est de manière absolument certaine. La question qui vient à l'esprit de tout le monde en général, c'est et qu'est-ce que ça va valoir? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un sujet pour le PIB mondial, et c'est d'autant moins un sujet pour le PIB mondial que si vous essayez de regarder les prévisions, les projections passées sur le prix futur, alors là par contre, autant prévoir le pic futur des découvertes passées, c'était facile, autant prévoir le prix futur du pétrole, c'est une mission impossible. Vous avez ici un peu d'activité minière qui a été faite sur les rapports de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui tous les ans sort un truc qui s'appelle le World Energy Outlook, dans lequel ils donnent leur vision du prix futur du pétrole, sur 20 ans. Alors en rouge, vous avez sur cette courbe ce que le prix a vraiment été, et là vous avez ce que l'AIE a dit en 2000, et là ce qu'ils ont dit en 2001, et là ce qu'ils ont dit en 2002, et là ce qu'ils ont dit en 2003, et là ce qu'ils ont dit en 2004, voilà. Ils continuent, les journalistes continuent à en parler. Voilà. Donc, comique troupier ou prévisionniste des prix chez l'AIE, c'est pareil. Vous dites n'importe quoi et les journalistes continuent à répéter ce que vous dites. Personne ne peut savoir ce que sera le prix futur des hydrocarbures. Absolument personne.
Alors maintenant, ça ne fait pas vos affaires si vous avez besoin de dimensionner un projet. Si vous avez besoin de dimensionner un projet, ben vous faites des scénarios. Et in fine, le décideur fait son métier, c'est-à-dire qu'il prend une décision. Voilà. Mais l'idée qu'on prend une décision sur la base d'un prix central dont on est sûr que c'est ça et rien d'autre, c'est surtout pas la chose à faire. Surtout pas la chose à faire. Par ailleurs, les prix ne donnent pas les volumes, ne donnent plus les volumes. Vous avez ici un graphique qui a été publié il n'y a pas très longtemps, où vous avez, chaque point représente pour un mois donné, alors entre 98 et 2004 pour les points gris et entre 2005 et 2011 pour les points noirs, à la fois la quantité de pétrole produite pendant le mois et le prix du baril de pétrole sur le mois en question. Ce que vous voyez, c'est qu'entre 98 et 2005, vous avez une élasticité prix-volume. Si vous faites une courbe de régression là-dessus, ben, plus le prix augmente et plus le volume augmente, donc dit autrement, vous avez une forme d'élasticité prix-volume. Là, il n'y en a plus. C'est-à-dire que le volume, il est fixe à 74 millions de barils jour et le prix, il est ce qu'il est. Donc si vous utilisez les chers modèles couplés par les prix de mes économistes favoris dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ne vous donnent pas les volumes. Ils vous donnent un prix. Ça fait une belle jambe si vous voulez avoir le volume. Voilà, ils vous donnent un prix. Alors, je vous parlais du pétrole qui va passer son pic. Est-ce qu'on en est loin? Alors, observons le passé récent. Vous avez ici l'évolution de la production de pétrole depuis 1965, avant le choc, après le choc, et depuis 2005, on est à quasiment zéro. On est à quasiment zéro dans le monde. Si vous prenez les pays hors OCDE, voilà comment évolue leur consommation. Donc depuis 2005, année où la consommation, où la production mondiale plafonne, eux ils font ça. Donc vous vous attendez à ce que les pays hors de l'OCDE, leur consommation fasse QMD. La disponibilité en pétrole des pays de l'OCDE a commencé à décliner et je ne vois pas de raison de penser que ça pourrait s'inverser. Donc vous allez vivre, et je vais vivre, parce que j'espère qu'il me reste encore quelques semaines à vivre, dans un monde dans lequel on va avoir de moins en moins de pétrole, like it or not. Like it or not, c'est pas la question. La question c'est qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On a souvent entendu dire que le pétrole, c'était pas un problème parce qu'il y avait moins de pétrole par dollar de PIB aujourd'hui que ça n'était le cas avant les chocs pétroliers. C'est tout à fait vrai, mais c'est pas pour autant qu'on est devenu moins dépendant. Vous avez ici la consommation de pétrole du monde et ici son PIB. La série de points verts représente 65 à 82, avec ici 74 et la 79. Et ici, vous avez 2003-2011. Et bien vous voyez qu'avant vous aviez une droite comme ceci, après vous avez une droite comme cela, mais vous avez toujours une droite. Dit autrement, la quantité de pétrole et le PIB mondial sont toujours extrêmement fortement corrélés. Mais le taux d'efficacité, c'est-à-dire la pente de la droite, s'est amélioré. Et contrairement à l'idée qu'on se fait souvent, on ne consomme pas moins de pétrole quand on est en crise. D'abord on a moins de pétrole et ensuite on est en crise, ce que vous pouvez voir sur cette courbe. Alors en rouge ici, vous avez la variation de la consommation mondiale de pétrole. Et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne. La période qui m'intéresse est surtout là. Alors vous voyez qu'après les chocs pétroliers, on a resserré l'écart entre les deux courbes. Dit autrement, l'économie mondiale réagit plus fortement à une variation donnée de l'approvisionnement en pétrole et non pas plus faiblement. D'accord ? Réagit plus fortement. Donc l'économie mondiale est plus dépendante qu'elle ne l'était en 1975 d'une variation donnée de la production de pétrole en valeur absolue. C'est normal. Puisque l'économie est plus efficace sur son usage du pétrole, si vous en enlevez un peu, ça supprime plus de PIB. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et ce que vous voyez également ici, c'est que la variation sur le pétrole précède la variation sur le PIB et ne la suit pas. Dit autrement, d'abord vous avez moins de pétrole et ensuite le PIB se casse la gueule. C'est pas l'inverse. D'abord vous avez moins de pétrole et ensuite le PIB se casse la gueule. Alors on va prendre 3 pays d'Europe qui en ce moment font un peu la une des journaux. On va commencer par la Grèce. Qui d'entre vous dans cette salle n'a pas entendu parler de la Grèce? Non? Bon, vous savez que la Grèce en ce moment a quelques petits désordres économiques. Voilà la consommation d'énergie primaire de la Grèce. Alors, ce que vous voyez d'abord, c'est que le pétrole domine. La Grèce est le pays européen dont le pétrole, qui a la part la plus importante pour le pétrole dans son mix énergétique. 60%. D'accord? La moyenne européenne est à 38. Ce que vous voyez également, c'est que le pétrole commence à décliner en 2006. 2006, d'accord? Maintenant, voici le PIB grec. Le PIB grec, en 2006, il était là. Donc d'abord, le pétrole décline, le PIB continue à monter, ensuite le PIB décline. D'accord? Donc c'est pas moins de pétrole parce que crise, c'est d'abord moins de pétrole, ensuite crise.
Ce que vous voyez ici, c'est le même graphique que je vous ai présenté tout à l'heure pour le monde, c'est que l'efficacité pétrole de l'économie grecque n'a pas été modifiée après les chocs pétroliers. Donc ils sont restés aussi peu efficaces dans leur usage du pétrole après les chocs pétroliers qu'ils l'étaient avant. Rajoutez au fait qu'ils ont 60% de pétrole dans leur mix énergétique, notamment à cause de la place du tourisme, arrive la contrainte sur la production mondiale de pétrole, la baisse du pétrole dans l'approvisionnement grec, et boum, l'économie grecque part au tapis. Alors maintenant on va prendre l'Espagne. Voilà l'approvisionnement énergétique de l'Espagne. Vous avez tous entendu dire que l'Espagne était un pays merveilleux, bourré d'éoliennes, etc. Ah oui, il est bourré d'éoliennes, mais enfin il est aussi bourré de pétrole. Voilà le pétrole consommé en Espagne. Pareil, l'Espagne n'a pas fait de progrès sur l'efficacité énergétique en matière de pétrole depuis 1965, vous verrez après. Le moment où le pétrole commence à décliner, c'est 2007. Voilà le PIB espagnol, en 2007, nous sommes là. D'accord? Donc d'abord, le pétrole descend, ensuite, le PIB descend. Voilà, donc l'Espagne a fait un peu de progrès, mais pas beaucoup, et voilà le point de rebroussement en 2007. Et puis alors maintenant, intéressons-nous à l'Europe. Voilà l'approvisionnement pétrolier de l'Europe, dans lequel j'ai mis en rose la production de la mer du Nord. Je vous signale que les prix du pétrole ont commencé à s'envoler en 2000, et vous voyez que c'est pile le moment où la production de la mer du Nord décline. Donc le discours que vous entendez parfois dire qu'il y a les prix augmentent, donc la production augmente parce qu'on va investir des tas de... oui, sauf que non, parfois. Et en vert, vous avez les importations. Ça peut arriver, c'est plus compliqué que ça. Et en vert, vous avez les importations qui représentent aujourd'hui 70% si j'agrège l'Union européenne et la Norvège. Hein, on colonise un peu la Norvège. Si j'enlève la Norvège, on est à 90% d'importations dans l'Union européenne. Enfin bon, on va dire que la Norvège, ça fait quand même partie de notre bloc géopolitique. Ce que vous voyez, c'est que l'Europe a perdu 10% de son pétrole depuis 2007. Donc d'abord, l'Europe a commencé à perdre du pétrole, et ensuite, voilà 2008, donc ça se casse la gueule. D'accord? Donc ça marche très bien. Alors, reste à théoriser tout ça, reste à comprendre pourquoi l'économie est si sensible aux variations du pétrole. J'ai quelques idées, notamment le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une activité productive qui puisse se priver de transport, soit pour ses fournisseurs, soit pour ses clients. Si vous avez moins de pétrole, vous avez moins de transport, donc vous vendez moins. Voilà, voilà une explication possible. Hein? Physique. Il faudra regarder ça de près. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une dépendance, alors on a amélioré évidemment notre efficacité pétrole, mais si ça doit continuer, ce que je vous ai montré là, mon sentiment, c'est qu'il est aujourd'hui raisonnable de dire aux politiques belges qu'il faut qu'ils nous proposent des plans à croissance nulle. Voilà, que les autres, vous n'en voulez pas, parce qu'ils n'auront plus de chance de se produire. C'est pas complètement neutre comme conclusion. Hein. Voilà ce qu'il faut vous leur demander. Proposez-nous des choses qui soient compatibles avec pas de croissance. Ça ne veut pas dire pas de projet, ça veut juste dire pas de croissance. Voilà, alors en plus nous on a un sujet de balance commerciale et donc un sujet de dette. Vous avez ici la facture énergétique de l'Union européenne, c'est donc la contrepartie monétaire de l'énergie qu'on est obligé d'acheter à l'extérieur. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais l'Union européenne importe déjà du charbon. L'Allemagne et la Pologne importent la moitié de leur charbon, aussi étonnant que ça puisse paraître. On importe évidemment du pétrole et on importe du gaz, et ça nous fait à peu près 600 milliards de dollars ou 450 milliards d'euros à fin 2011. C'est une somme rondelette. Alors maintenant, je vais vous proposer deux trucs rigolos. Le premier, c'est celui-là. Vous savez que les Français, nous, on tient nos comptes n'importe comment, donc on s'endette. Hein, bien connu. Vous avez sur ce graphique l'augmentation de la dette publique entre 1993 et 2011. Donc vous voyez qu'on a rajouté à peu près 1000 milliards d'euros de dette publique. Enfin, on est presque des Italiens, vous savez, donc on fait un peu n'importe quoi. Et ici, vous avez le total du pétrole et du gaz, la valeur monétaire du pétrole et du gaz que nous avons dû acheter à l'extérieur. La France importe 99% de son pétrole et 90% de son gaz, on va dire. Alors vous voyez que si je prends la facture, c'est-à-dire l'argent qui est parti à l'extérieur, plus les intérêts composés des épargnants, je ne suis pas très loin d'arriver au montant que j'ai à l'étage au-dessus. Alors encore une fois, la France, on est une bande de branquignoles, donc on va aller voir des gens sérieux, et vous voyez que c'est tout à fait différent. Bon. Il y a une cause structurelle, encore une fois, hein, dans cette histoire, et il est bien évident que tant qu'on a une économie européenne qui reste fortement dépendante des combustibles fossiles, je ne vois pas comment on peut échapper à la récession structurelle, un endettement qui augmente tant qu'il y a quelqu'un pour nous faire confiance dans le monde, jusqu'au moment où il n'y a plus personne pour nous faire confiance, et à ce moment, c'est le fameux haircut dont je parlais tout à l'heure. On
fait défaut, et on tombe un grand coup les rentiers. Alors, on n'a pas que du pétrole, on a aussi du gaz dans le monde. Voilà un pronostic central fait par Total sur l'approvisionnement mondial en gaz, et vous voyez qu'ils pensent que ça va plafonner aux alentours de 2020-2025, nonobstant un développement des gaz dits non conventionnels qui, eux, continuent à croître pendant du non conventionnel, et donc l'approvisionnement total. Voilà. Par ailleurs, le non conventionnel, ça ressemble à ça. Alors, je ne sais pas si c'est parisien, et je ne suis pas complètement persuadé qu'on ait la possibilité de faire ça dans les Cévennes, vous savez, ce massif, ces contreforts sud du Massif central en France. Voilà, j'ai quelques doutes. Donc les gaz non conventionnels en Europe, on en reparlera peut-être au moment des questions. Je pense que c'est comme le photovoltaïque, c'est beaucoup un sujet pour les journaux. Voilà l'approvisionnement européen en gaz. La mer du Nord a passé son pic en 2005, 40% du gaz est importé, et on est parti à la baisse, et je ne vois pas tellement comment ça pourrait sur le long terme s'écrire de manière très différente. Et voilà l'approvisionnement total en Europe, et donc ça baisse, ça baisse, ça, un certain nombre de pays ont décidé de le faire baisser. Moi, je veux bien que ça se mette à compenser tout le reste. Là aussi, j'ai quelques doutes. Reste le charbon. Alors le charbon, il est partout sauf en Europe. Vous avez ici les réserves de charbon, où vous avez les 8 premiers détenteurs dans le monde, qui sont là, et le reste du monde. Et vous voyez, il y a un pays européen dans le top 8, qui est le 8e, et il n'a essentiellement que du charbon dégueulasse qui s'appelle du lignite. C'est les deux frères ennemis de toujours qui possèdent les premières réserves de charbon au monde. Les deux premières réserves de charbon sont détenues par les États-Unis et la Russie. Voilà comment évolue la consommation de charbon dans le monde, ça c'est peut-être un truc qui peut vous intéresser aussi. Donc ici vous avez des pays de l'OCDE, vous voyez c'est flat depuis longtemps. Ici les pays hors OCDE, hors Chine, et là vous avez la Chine. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'approvisionnement énergétique par personne, la hausse que vous avez eue entre 2000 et 2010, si vous enlevez le charbon en Chine, le reste c'est flat. Ici vous avez les réserves agrégées gaz, pétrole, charbon par pays. Et le premier pays européen est là. Le deuxième est là. Voilà. Si je finis ce panorama sur les réserves, il y a plein de charbon dans le monde, encore pas mal de pétrole et de gaz, pas chez nous. Donc l'Europe, dès à présent, elle est sous stress de ressources. Dès à présent. Ce qui veut dire que tout ce qu'on va avoir à vendre aux autres, c'est nos cervelles. Les ressources, on les a pas. Tout ce qu'on peut leur rendre, c'est nos cervelles. Enfin, je vais finir avec un très rapide panorama sur le changement climatique. Ça va aller très vite, hein, mais j'y reviendrai s'il y a des questions. Voilà comment ont évolué les émissions de CO2 planétaires, discriminées par énergie. Je vous laisserai la présentation, vous aurez le temps d'y revenir. Voilà à quoi ressemblent les émissions par source aujourd'hui. 2 commentaires là-dessus. Si j'additionne les émissions des centrales à charbon et des centrales à gaz, je tombe sur à peu près 25% des émissions planétaires, c'est-à-dire presque 2 fois les émissions des transports. Donc si je prends, et quand vous construisez une centrale à charbon, vous en prenez pour 40 ans, je le rappelle. Donc aujourd'hui, au niveau mondial, l'enjeu central de la négociation climat, c'est d'empêcher les gens de construire des centrales à charbon. C'est ça l'enjeu central de la négociation climat. Empêcher les gens d'acheter des voitures, s'il n'y a plus d'essence à mettre dedans, c'est pas très grave, ça fera tourner l'industrie automobile, et les gens se déplaceront pas, en fait. Ça s'appelle de l'économie dématérialisée. Donc, j'insiste là-dessus, et en matière climatique, un truc aussi sur lequel il faut insister, c'est que l'activité agricole au sens large, puisque l'essentiel de la déforestation vise à obtenir des terres agricoles, c'est 1/3 des émissions mondiales. Donc il faut sérieusement s'en occuper. J'y reviendrai, ça, s'il y a des questions. C'est juste pour dire que la variation qu'on est susceptible d'infliger au système climatique, juste ça, je vais le commenter quand même, parce que ça c'est important. La variation qu'on est susceptible d'infliger au système climatique, c'est-à-dire de l'ordre de quelques degrés en un siècle, est totalement hors norme comparée à la variation naturelle du système. Alors, je vais prendre 2 organismes, 2 êtres vivants, un poisson rouge et vous. Le poisson rouge, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de tuer le poisson rouge de leur enfant de cette manière, ça ne marche pas. Vous le mettez dans l'eau très froide, il survit, vous le mettez dans l'eau très chaude, il survit. Il a un organisme qui est fait... D'accord ? Vous, là, ça varie de 0,3 degrés par mois, votre température interne, des fois. Donc, vous lui infligez une variation de température interne de quelques degrés, l'être humain meurt. Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Eh bien, le système climatique n'est pas fait pour rester stable avec une variation de sa température de quelques degrés en un siècle. D'accord ? Il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour rester stable avec une variation de sa température de quelques fractions de degrés en quelques milliers d'années. Ça, il sait faire. D'accord ? Quelques degrés en un siècle, il ne sait pas faire.
quelques degrés du maximum de la dernière ère glaciaire, au moment où il faisait plus froid, à aujourd'hui, la planète ne s'est réchauffée que de 5 degrés. D'accord? Donc si vous devez retenir un chiffre, un seul, sur le changement climatique, retenez celui-là. Quand on passe d'un monde, c'est-à-dire que 5 degrés de variation en un siècle, vous engendre un monde chaotique, violent, très désagréable. Ingérable. Ingérable. D'accord? Pas juste une affaire de plus, en plus, en moins, je sais pas quoi, de vacances et de vignes. Non, non. Tout est désorganisé. Tout. Parce que c'est un changement d'une ampleur absolument massive. La dernière fois que c'est arrivé, notre espèce faisait 5 millions d'individus et se baladait avec son sac à dos, n'avait pas de revendication sociale et mourait à 20 ans. Si vous appliquez le même genre de plaisanterie à une humanité sédentaire de 7, 8 ou 9 milliards d'individus, puis vous ne pouvez pas aller quelque part sans déranger quelqu'un, en général, si vous tuez quelqu'un dérangé, il est absolument évident que ça attisera des conflits à peu près partout, et si j'avais le temps, je vous expliquerai en quoi le printemps arabe a un déterminant climatique qui est déjà extrêmement fort. Et comme on fait les gros yeux, je vais m'arrêter là. J'avais un petit truc sur lequel je reviendrai éventuellement si j'ai le temps. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'était une des questions principales que vous avez soulevées. Vous en parlez pour 10 heures. Alors oui, voilà, je pense qu'on doit digérer tous les chiffres, tous les développements, toutes les équations, bien que ramener souvent des règles de 3. Il est déjà 8h30 passé, donc je pense qu'il est intéressant éventuellement c'est d'avoir l'une ou l'autre question par rapport à ce qu'on a entendu ici. Pas la faire trop longue, des questions précises, éventuellement ce que vous avez développé, sachant qu'ici, le but de cette présentation, c'est de faire un constat. Et donc, ce sera intéressant d'aller dans les questions par rapport au constat. Les aspects solutions, on va les développer dans la prochaine conférence. Mais plutôt au niveau du constat, par rapport aux hypothèses que vous avez prises. Si je peux me permettre, la solution, elle ne sera jamais cantonnée à un objet technique. La solution, elle passe par des discussions économiques, elle passe par des discussions sur l'équité, elle passe par des discussions sur la solidarité ou pas entre générations. Enfin, je veux dire, il y a 1 milliard de trucs qui renvoient à la culture, à notre morale, etc. Si c'était juste un problème technique, ça serait simple. C'est pas juste un problème technique. C'est la question vers laquelle je voulais vous amener pour démarrer. C'est vrai que dans cette présentation, je pense qu'on est... l'être humain est tout à fait absent. C'est des machines, c'est des PIB, c'est des kilowattheures. Et c'est vrai que la solution technique qu'on nous présente ici est une chose. Maintenant, on est dans un cycle ici qui rassemble des étudiants ingénieurs et des ingénieurs principalement. Mais il faut aussi qu'ils n'oublient pas que derrière tout ça, il y a des hommes, des êtres humains, des personnes qui veulent vivre bien, et que la technique doit aussi tenir compte de cet élément-là. Alors moi, j'avais envie de vous poser cette première question avant de donner le micro à la salle. C'est, et l'humain, là-dedans, vous avez un peu déjà commencé à énoncer des choses, mais voilà, si vous pouviez repréciser quelques points, quelle est la place de l'humain dans ce constat? Elle est de lui donner des éléments dont il est souhaitable qu'il tienne compte pour organiser des projets de vie qui restent avec énormément de degrés de liberté. Tous les élèves ingénieurs qui sont dans la salle, si on leur apprend la première loi de la thermo, ça ne dit pas quel métier ils vont faire, avec qui ils vont se marier, dans quel pays ils vont vivre et à quel âge ils mourront. Juste, ils savent que s'ils ont envie de faire des projets qui violent la première loi de la thermo, ça ne marchera pas. Mais voilà, c'est juste ça. Donc là, ce que je vous ai raconté, c'est un certain nombre de choses qui ne suppriment pas ce que nous sommes. Simplement, si on essaye de faire des plans de motifs qui sont experts dans un domaine, proposent une solution en ce qui concerne les choix collectifs, outrepassent leur rôle. J'ai à titre personnel, comme citoyen, des tas d'envies et des tas d'activités militantes dans ce domaine. Mais à ce moment, je ne vous parle plus du constat. Je vous parle de ce que, personnellement, je pense pertinent de faire pour la collectivité. Mais à ce moment, je m'exprime en tant que citoyen. Je ne m'exprime plus en tant que personne qui est capable d'additionner des kilowattheures. À chaque fois, et ça c'est ils sont partis, donc on va dire du mal d'eux, mais quand vous avez le même journaliste qui traite la science et la fraction militante de la population qui s'intéresse au problème, vous avez une confusion des genres absolument monstrueuse qui empêche les gens d'y voir clair. Donc toute l'importance d'avoir la mixité des approches, donc de toujours mettre les sciences dures et si et une les sciences personne humaines en qui même est temps. spécialiste des, allez, on va dire, des carottages dans les cernes d'arbres pour établir le climat des aires anciennes, vous donne un avis ès-qualité sur le fait que le nucléaire c'est mieux que l'éolien ou l'inverse,
Il outrepasse son domaine de compétence. Je vous le dis parce que ça arrive, la confusion des gens, et en particulier les journalistes qui sont des gens pressés et qui ont des questions à large spectre, parce que c'est des questions du citoyen, quand ils tiennent un expert d'un domaine, ils n'ont rien de... En général, ce qu'ils aiment bien faire, c'est lui poser toutes les questions qui passent par la tête, et c'est compliqué pour la personne en face de dire bah, « attendez là, c'est pas dans mon domaine, je vous répondrai pas ». Donc je vous demanderai de poser des questions dans le domaine de M. Moscovici. Parce que c'est vrai que quand on est une autorité, on a des avis sur tout. Non, non, juste dans ma réponse, je préciserai éventuellement ce qui relève de mes envies comme individu et ce qui relève de choses auxquelles je pense qu'on ne peut pas déroger. Voilà, donc je vois déjà une main qui se soulève. Et avant que le micro arrive chez lui, vous dire que la présentation de la conférence sur le Smart City Block, justement, c'est mise ensemble dans un projet de recherche des sciences dures et des sciences humaines. Donc il y a vraiment cette mixité d'approche. Bonsoir, d'abord merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante. Ma question est la suivante. Vous avez très bien mis en évidence le lien qu'il y a entre la consommation d'énergie et l'évolution du PIB. Vous avez mis très clairement en évidence le fait que la disponibilité d'énergie allait être contrainte, en tout cas dans les pays de l'OCDE et en Europe. Et même si on exclut si on ne tient pas compte de cette contrainte-là au niveau mondial pour les raisons climatiques, on ne peut pas se permettre de continuer à utiliser l'énergie fossile comme on l'a fait. Je pense que vous avez suffisamment montré que vous étiez assez sceptique sur la montée en puissance, en tout cas suffisamment rapide, des énergies renouvelables non conventionnelles. Donc ma question c'est, voyez-vous dans le nucléaire une solution à éviter une décroissance trop rapide du PIB avec tout ce que ça va impliquer, en sachant aussi que la montée en puissance du nucléaire est soumise à des cycles très longs et que je ne vois absolument pas personnellement comment, avec ces cycles, on peut compenser la décroissance des énergies fossiles. Et donc, la question finale, c'est y a-t-il une solution en dehors d'une remodélisation complète du modèle économique mondial? Ah, merci pour la question finale, parce que là, je vais pouvoir faire une réponse très courte. Non. Alors, il y a plein de questions gigognes dans votre affaire. Je vais essayer de donner quelques règles avec lesquelles, personnellement, je bâtis ma réponse. La première, c'est que tout sauf la guerre. Donc, à chaque fois que je pense qu'une évolution subie nous emmène de manière trop brutale vers le chaos, je dis là, il y a un risque majeur de guerre. Et je n'interprète pas autrement que par la contrainte économique elle-même liée à la contrainte énergétique, la montée du populisme que l'on voit partout en Europe. Et donc, le dernier exemple vient de nous être donné. Je crois que vous avez quelques représentants de cette espèce chez vous, on en a chez nous, et le dernier exemple a été donné en Italie il y a pas longtemps. C'est très homogène sur l'Europe, hein. Et soit dit en passant, le Tea Party aux États-Unis, enfin, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas propre à un pays. Mon sentiment, c'est qu'il y a un risque de désagrégation sociale fort à suivre la ligne de pente sans rien faire. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'énergie propre, ça n'existe pas. Mon critère est toujours le même, comme l'énergie sans risque n'existe pas, la seule question est toujours la même, c'est est-ce qu'une énergie donnée, dans le contexte dans lequel on l'utilise, évite plus de risques qu'elle n'en crée. D'accord ? C'est ma grille de lecture. Donc si ça évite plus de risques que ça n'en crée, j'achète. Si c'est jamais sans risque, la vie est pleine de risques, on finit par en mourir, comme disait Jésus-Christ. Mais donc c'est jamais sans risque. La question, encore une fois, c'est est-ce que j'évite plus de risques que je n'en crée? Alors le nucléaire, pour moi, rentre clairement dans cette catégorie. Il évite plus de risques qu'il n'en crée. Il en crée, absolument incontestable, il en évite plus. Voilà, donc il faut faire avec. Ça, c'est pour la réponse avec le nucléaire. D'une manière générale, je suis aussi partisan de gérer un problème sérieux avec des méthodes sérieuses. Alors ça veut dire quoi, gérer un problème sérieux avec des méthodes sérieuses? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes au droit d'un problème particulier, exemple, comment faire fonctionner l'ULB dans un contexte dans lequel j'ai pas plus d'argent, j'ai moins d'énergie. Bon. C'est peu probable que la solution chez vous, ça soit de mettre des panneaux solaires sur le toit et des éoliennes sur le toit. C'est mieux d'isoler les bâtiments, c'est encore mieux de faire en sorte que de temps en temps les étudiants se déplacent moins pour venir ici, etc. Donc, la solution au problème, elle passe par des méthodes et comment dire, elle passe par un ensemble de méthodes, et donc là on retrouve tout à fait les hommes. Elle ne passe jamais par une boîte passe-partout et achetez ma box et mettez-la et votre problème est non, c'est pas vrai ça. Je sais bien qu'il y a un certain nombre de constructeurs de boîtes en question qui vous disent que c'est comme ça que ça marche, mais c'est pas vrai. Donc ça va vraiment être au droit de chaque pays, de chaque situation, de chaque question posée.
Il y a déjà un premier truc qu'on peut faire qui est d'éviter d'en rajouter dans les conneries. Chez nous, là, on a un projet en ce moment d'aéroport dans le Grand Ouest de Breton. Alors il faut savoir aussi, soit dit en passant, que les gens qui prennent l'avion, c'est les riches. Les riches ou les fils de riches. Hein. Les étudiants, ils sont encore pas très riches, mais souvent c'est les fils de riches. Donc les gens qui prennent l'avion, c'est les riches. Donc moi je trouve assez farce qu'un Premier ministre socialiste fasse une infrastructure pour riches. Ça fait bien rigoler. Donc déjà on peut commencer par arrêter les conneries. Et ensuite, ça c'est un avis personnel, encore une fois, et ensuite, il y a une manière de prendre le problème où qu'on soit, dans une usine, dans un pays, dans une région, dans une collectivité, dans une université, chez nous, etc. Vous aurez toujours un cocktail de mesures techniques, de mesures économiques, parce que tant que vous avez un bout de marché dans la manière dont fonctionne l'économie, vous aurez besoin de signaux prix, ils sont faits pour ça. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez très bien remettre en place un impôt annuel sur la détention d'une voiture qui soit très fortement croissant en fonction de la consommation de la voiture. Si vous faites ça, vous n'excluez pas de la mobilité motorisée les gens qui ont besoin d'une bagnole pour aller au boulot, sauf qu'ils auront un petit machin. Point. Donc vous empêchez la voiture objet de statut, vous conservez la voiture objet utilitaire. Il faut l'accepter culturellement, parce que la voiture, pardon encore de cette expression triviale, chez les hommes c'est un concours de quéquettes, et chez les femmes c'est l'impression de la sécurité. Les femmes achètent des 4x4 aussi, hein, parce qu'elles pensent que comme ça leurs gosses sont en sécurité quand ils vont à l'école. Donc, donc ça n'a rien à voir, ça c'est de l'humain 100%, ça n'a strictement rien à voir avec des considérations techniques. Hein. Votre voiture c'est une pièce sur roulette, hein. C'est chez vous et ça se déplace. Donc les objets pour limiter fortement la consommation d'énergie et faire de l'énergie décarbonée, on les a. Après tout ça est une affaire de règles. Et pour finir sur le nucléaire, par où on a commencé, est-ce que vous savez, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion qui s'appelle le coût du capital. Bon. Quand le coût du capital est à 8%, le réacteur vedette, enfin qu'il est de moins en moins, vu le nombre de gens qui lui disent non, d'Areva, l'EPR vous crache un mégawattheure à 85-90 euros, à 8% de taux d'actualisation. Est-ce que vous savez à combien ça descend à 2% de taux d'actualisation? Sans doute beaucoup. 40 euros. 40 euros. Le plus bas de ce que vous pouvez obtenir. Mais il faut 20 ans pour mettre une centrale en service. Mais, c'est ce que je disais, il faut 20 ans parce que pas chez moi, pas ceci, pas cela. Il faut 20 ans parce que c'est dangereux, je vais en mourir. Il faut 20 ans parce que le capital n'est pas à 2% mais à 8% chez les électriciens cotés en bourse, merci Bruxelles. Pardon, excusez-moi, j'ai dit Bruxelles. Donc, à cause de tout ça. Donc vous voyez bien que là, on est dans un contexte dans lequel c'est pas juste la technique, le sujet. C'est tout un ensemble de trucs qu'on a fait. C'est le modèle économique pour terminer. Oui, le modèle économique, si je vous donne les grandes lignes, alors là je vais être dans le yak à faucon, mais après, dans les grandes lignes, il faut absolument le définanciariser. La financiarisation de l'économie est un poison mortel pour le sujet dont je parle, parce que ça raccourcit les horizons de temps de manière dramatique. Donc vous ne faites plus rien à 50 ans. Dans une économie financiarisée, 50 ans, ça n'existe plus. Si on financiarisait l'éducation de nos gosses, ils s'arrêteraient à la sortie de la maternelle. Donc, vous ne faites plus rien à 50 ans. La deuxième règle, c'est qu'il faut faire un grand soir fiscal. Il se trouve que je suis aussi un petit patron, moi. Je ne suis pas contre payer les impôts. Par contre, en payer 352 différents à 42,50 € par impôt, bon. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin d'un grand soir fiscal avec un basculement très fort de la fiscalité de ce qui ne nous emmerde pas vers ce qui nous emmerde. Donc, ça veut dire qu'il faut détaxer le travail, très fortement. Et il faut taxer les énergies fossiles, entre autres choses, la consommation de ressources, l'espace occupé. Il faut aller vers des impôts de stock. Si votre PIB se met à se casser la gueule, tous les impôts qui sont prélevés sur une fraction du PIB, vous allez avoir un petit sujet pour faire tourner la puissance publique. Donc il vaut mieux passer sur des impôts de stock, au moins pour partie. Évidemment, ça revient à taxer le capital. On passe à la question suivante. Donc voilà, c'est intéressant, mais j'aimerais avoir une diversité aussi d'avis. Et donc, je voudrais quand même passer la question. Après, je vous donne le micro. Vous l'avez demandé tout à l'heure, mais je sais qu'il y avait une même personne qui le demandait. Donc il y a tout à faire pour finir la réponse. Et donc il faut beaucoup d'imagination, je pense, dans les solutions, qu'elles soient techniques, financières. Mais on voit la question. Bonsoir. Ça fonctionne. Merci pour votre présentation. Une question sur les énergies renouvelables. Donc les énergies fossiles s'épuisent en Europe, on doit les importer. Donc on va devoir investir, j'imagine, dans des énergies renouvelables. C'est une des solutions qui engendre aussi donc, des investissements et des problèmes de stockage. Quel est votre avis et est-ce que vous imaginez ça comme un luxe pour l'Europe? Alors, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que l'énergie pas chère
comme je disais tout à l'heure, de toute façon on en sort, donc de toute façon l'énergie va coûter plus cher. Donc la question de savoir jusqu'où est-ce qu'on est dans le luxe ou pas le luxe est une question intéressante. Alors moi je raisonne ensuite, je vous rappelle que les énergies renouvelables, les deux principales dans le monde, c'est la production de chaleur, donc on n'est pas du tout dans l'électricité intermittente, et c'est de l'énergie tout à fait stockable, puisque c'est de l'hydroélectricité. Et là-dedans vous avez à peu près la moitié qui est produite par du fil de l'eau et la moitié qui est produite par des barrages. Des retenues. Donc, l'idée que les énergies renouvelables sont intermittentes, non. Celles qui en ce moment font la une des journaux, oui. Les énergies renouvelables, tout confondu, non. Les agrocarburants sont parfaitement stockables. Un tas de bois, c'est parfaitement stockable. Les énergies renouvelables, par contre, présentent énormément de caractéristiques communes avec le nucléaire. C'est très capitalistique, donc on en revient au même problème. À 8% de taux d'actualisation, vous ne faites rien. Vous faites 3% du mix à coup de subvention ruineuse. À 2%, on peut déjà parler de trucs plus sérieux. Vous avez, et je vais refaire la même réponse, il faut faire une combinaison en fonction de la question posée, de renouvelables, de nucléaire, éventuellement de capture de CO2. Hein, les Polonais et les Allemands, ils peuvent faire de la capture de CO2. Ils ont encore du charbon à plus savoir qu'en faire. Ça ne me dérange pas hein, s'ils mettent le CO2 chez eux. Vous oubliez l'essentiel. Pardon? Vous oubliez l'essentiel. Et je finis par l'essentiel et les économies d'énergie, mais dont il faut bien comprendre, je l'ai dit tout à l'heure sur les voitures, que les économies d'énergie, elles ont une dimension culturelle massive. Donc tous les ingénieurs, et là je le dis avec force, qui s'imaginent naïvement que les économies d'énergie, c'est juste une affaire d'objet technique, se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'au plexus. Quand vous divisez par 4 la taille d'une voiture, c'est pas une affaire, c'est une affaire culturelle. Quand vous divisez par 2 l'espace habitable, c'est une affaire culturelle. Quand vous dites que ça va coûter la peau des fesses d'aller en avion voir sa vieille grand-mère qui je sais pas où, c'est culturel. D'accord? Donc les économies d'énergie, c'est pas technique, c'est technico-culturo-économique. D'accord? Ça n'est pas technique. Purement technique. Et donc on passe à la question suivante. Bonsoir. Pour accélérer le rythme. Alors, vous savez, moi, mon prochain train, il est demain matin. Et il y a un drink entre-temps. Oh, il est chaud ou froid? Ça, je pense qu'il est bon. Il est chaud? Non, parce que s'il est chaud, il risque de refroidir. S'il est froid, on s'en fiche. C'est un drink qui vaut mieux que ça froid. Bonsoir, mon nom est Jean-Louis Repère, je suis un passionné de mobilité électrique et d'énergie renouvelable, parce que j'essaye de... Enfin, je me pose toutes les questions là, que vous venez d'évoquer, en fait, ça trotte dans ma tête, je lis énormément en fait, de choses là-dessus. Moi, ce que je retiens de ce soir, en fait, c'est que quelque part, on a trop d'énergie, trop peu d'énergie, pardon, que pour se permettre encore de la croissance, mais on en a encore trop que pour pouvoir sauver la planète si on le veut. On est d'accord. Donc, tout ça, c'est pour être chiffre, c'est très très intéressant. Je pense que les gens ont besoin de perspectives entre guillemets réjouissantes où ils pourraient trouver à leur échelle, à leur niveau, en fait, un levier d'action. C'est clair que si on prend le problème dans sa globalité, ça laisse peu d'espoir et peu de perspectives. Donc, c'est vrai que moi j'ai essayé à mon échelle en fait, de voir comment je pouvais avoir moins d'impact, mais j'ai aucune prétention à ce niveau-là. Je le fais par plaisir aussi, en fait. Je roule en voiture électrique, j'ai des scooters électriques, je produis mon électricité sur mon toit. J'ai cette chance-là, j'essaie de prendre les transports en commun quand c'est plus efficace. Je prends une voiture qui pollue quand je pense que je ne peux pas faire autrement. Moi, ce qui m'a surtout choqué, en fait, et je reviens sur la mobilité, qui est par exemple sur le photovoltaïque, où on installe quand même la capacité de plusieurs centrales nucléaires par an en termes de puissance installée, ce qui est pour moi loin d'être insignifiant. Quand on parle de cycles de 10 à 20 ans pour installer du nouveau nucléaire, je me dis que le nucléaire, il est mort parce que le photovoltaïque va déjà beaucoup plus vite que lui. Et par rapport, oui, enfin, c'est un peu une réflexion. Moi, je voudrais avoir des perspectives positives, en fait. Voilà. Alors, le constat, je pense qu'on le partage tous. Si on en reste là, ben, on va se tirer une balle dans la tête dans le bois, là, un peu plus loin. Alors, je vais commencer par une réflexion. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par faire des choses qui étaient insignifiantes? Parce que ces mesures ont été portées par des militants qui souvent, je ne dis pas ça pour vous en particulier, hein, qui souvent avaient une lecture économique de la société, parce que l'économie c'est le pognon c'est les salles capitalistes, donc on ne veut pas parler de pognon. Donc au lieu de faire des calculs de dimensionnement comme tout bon ingénieur, au lieu de faire des calculs de retour sur investissement comme tout bon ingénieur, au lieu de faire des calculs de potentiel et d'ordre de grandeur comme tout bon ingénieur, on pousse des idées romantiques. C'est ça qu'on fait.
Donc le photovoltaïque, c'est une idée romantique d'anti-nucléaire. Alors ils ont le droit d'être contre le nucléaire, aucun problème. Ils ont le droit d'être romantiques, aucun problème non plus. Là où le bas blesse, c'est que la puissance publique en face dispose normalement d'une armée de fonctionnaires à qui elle doit un peu faire confiance pour leur demander de faire des calculs d'ordre de grandeur, une évaluation de la connaissance technique disponible et voir si la revendication de machin ou de truc, il faut la prendre en l'état ou pas. Et là, le gros problème qu'on a dans l'essentiel des démocraties occidentales aujourd'hui, c'est qu'on a rompu. Aujourd'hui, la relation entre le monde politique et les experts n'est pas une relation de confiance, c'est une relation de défiance. D'accord ? Pour des tas de raisons sur lesquelles on pourrait discuter à l'envi, je vous rappelle qu'en France, la constituante, il y avait tous les grands scientifiques de l'époque, Arago, Monge, etc., ils y étaient tous. Maintenant, il n'y a pas un scientifique à l'Assemblée nationale chez nous, et tous les présidents d'Europe sont des avocats, enfin à l'époque, à l'exception de Merkel. Mais donc, donc il y a la décision prise est romantique. Alors on commence par pousser une décision romantique, on prend la décision romantique. Comme elle était romantique, il s'avère qu'elle ne marche pas. Enfin, exactement, il y a la possibilité qu'elle ne marche pas. C'est très exactement ce qui s'est passé avec le photovoltaïque, parce qu'on pouvait le dire dès le début. Moi, ça fait 10 ans que je le dis, c'est une connerie, ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, c'est pas parce que la puissance soit moins qu'une centrale à charbon ou une centrale nucléaire que l'investissement, il faut le renouveler, va prendre à sa charge quelque chose qui vous transforme de l'électricité fatale en électricité disponible quand le train doit avancer. Non. Et je serais plus nuancé par rapport à ce point-là, mais je vous laisse continuer. Donc la révolution... Je dis... Parce que simplement, je voudrais voir, en Belgique, il y a 5 ans, il n'y avait quasiment pas de photovoltaïque, c'était anecdotique. Oui, mais ça reste anecdotique. En 5 ans, aujourd'hui, on est à... Je fabrique mon électricité toute l'année. Qui produisent 5% de la consommation électrique totale, qui est déjà gigantesque. Je trouve pas ça anecdotique. Mais c'est anecdotique, c'est noyé dans les variations du reste des échanges aux frontières. Ça reste anecdotique. Le jour où on parle de 50%, c'est plus anecdotique. Moi, je veux un problème pour 50%, je veux pas une solution pour 50%. La révolution énergétique annoncée par Rifkin, est-ce que vous y croyez ou pas? Rifkin, il y a un seul truc qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il a réussi à vendre 300 000 € une prestation. Ça, la configuration du débat. Donc, au lieu que les gens poussent des poils à bois, ce qui en France serait beaucoup plus intelligent, au lieu que on pousse des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, ce qui en France n'a strictement, donc on revient à ce que je disais tout à l'heure, problème sérieux, méthode un peu solide et solution qui dépend du contexte dans lequel vous avez à répondre à la question. Voilà. Donc, on en a fini avec le renouvelable parce que je pense que... Non, on en a fini avec la politique de soutien au photovoltaïque. Non, c'est très différent. Le renouvelable, il y a plein de renouvelables qui sont vachement bien dans certains contextes. Qu'on aille mettre des éoliennes dans les alizés, c'est parfait. Très bien, très bonne idée. Qu'on aille mettre du solaire à concentration dans le Sahara, très bonne idée, excellent. J'aurais préféré 1 milliard de fois que mes impôts servent à ça plutôt qu'à financer du PV en France. 1 milliard de fois. Donc je ne suis pas du tout contre les renouvelables. Je suis contre une lecture monolithique de ça c'est bien, ça c'est mal. Parce que ça c'est le début de la fin. Donc un mixte de solutions. Non, un objectif de résultat. C'est un objectif de résultat dans un contexte d'optimisation sous contrainte que vous connaissez par cœur dans le monde des ingénieurs, qui est une optimisation sous triple contrainte, sociale, économique, temporelle. Voilà, c'est ça la question. Une autre question? Bon, je suis désolé, c'est toujours dans le domaine des renouvelables. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. Juste, moi je suis analyste sur le marché de l'électricité chez GDF Suez. Et comme on parle de renouvelables, j'ai envie juste de donner quelques chiffres justement. Ce que vous dites, subvention ruineuse pour l'éolien et pas d'études de potentiel pour le photovoltaïque. Donc juste quelques chiffres très simples avec vraiment la technologie actuelle qui est construite en 2012, donc qui était construite l'année dernière. Pour le photovoltaïque, juste une étude de potentiel, si on recouvre 30% des surfaces bâties en France de panneaux photovoltaïques, oui, je sais, le calcul de 2012, ça fait fait 11 ans. Ça fait 500 TWh, c'est-à-dire toute l'électricité qu'on consomme consomme en en France. France depuis 11 ans. Voilà, et donc ça c'était juste un petit détail. Autrement, vous parlez de subventions ruineuses pour l'éolien, alors que l'éolien, la subvention, c'est pendant 10 ans 80 € le mégawattheure, et ensuite c'est moins. Ça, c'est hors externalité induite. 50 suivant les chiffres. On compare deux produits qui ne sont pas comparables en ce qui concerne l'éolien. Vous avez deux manières propres de comparer l'éolien à autre chose. L'éolien vous fournit de l'électricité, pas quand vous voulez faire avancer un train, mais quand le vent souffle. Donc, en économie, il y a deux manières propres de traiter ça. Ou bien vous dites, j'ai un dispositif de backup, et quand le vent souffle, j'évite le combustible dans mon dispositif de backup, et à ce moment, vous devez comparer le coût de l'éolien complet avec le coût du combustible évité, d'accord? Si vous avez du charbon et qu'en plus vous avez une pénalité CO2, pareil, très bien, vous pouvez mettre des éoliennes. Si vous avez du nucléaire avec un coût marginal de combustible qui est égal à 0, je suis désolé, c'est 80 MWh dépensés en pure perte. Oui, mais alors ça, je suis pas d'accord. Ah, je finis.
Ensuite, vous avez une deuxième manière propre de comparer, c'est de dire je calcule le coût du dispositif qui me transforme l'électricité qui arrive quand le vent souffle en électricité que j'utilise quand j'ai besoin de faire avancer un train ou faire fonctionner une ligne de montage d'une ligne automobile. D'accord ? Et à ce moment, vous devez expliciter ce coût, ce qui n'est jamais fait, absolument jamais fait. C'est Magic Réseau, quelque part, qui va s'occuper du machin. Vous êtes trader électrique, vous savez très bien que de temps en temps, dans le nord de l'Allemagne, il y a des prix de l'électricité négatifs. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'électricité éolienne dont personne ne sait quoi faire, qu'on paye les gens. On paye les gens, c'est pas C'est pour une bonne casser nouvelle, l'électricité. Pardon ? L'énergie négative. Bon. C'est une bonne nouvelle. Non, le prix négatif. Le prix négatif, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que je vous paye 200 € du mégawattheure pour que vous me preniez mon électricité. Sinon, je la consomme. Pour que je la stocke. Non, il faut que l'énergie soit chère. Donc c'est bien la preuve que vous avez une externalité quelque part dans le système économique qui n'est pas prise en compte. Non, disons que ça c'est vrai, Et si on pour le veut moment, dire... on est juste à 5% d'électricité éolienne en Allemagne. Juste à 5%. Non. Si. En éolienne, on est bien plus que ça. 35 TWh en 2011 sur, attention, pas renouvelable, hein, éolienne. Ils ont plus d'électricité issue de la biomasse. Il y a plus de 50 TWh de production éolienne en Allemagne. En 2012 ou en 2011 Non, en 2012, c'est certain, en 2011. Non, j'ai les chiffres d'ENSO, là je peux vous assurer que c'est moins de 50. On va pas faire une bataille de chiffres ici, je pense qu'il y a des... En 2011, je n'étais pas encore. On va quand même revenir dans ce qui est intéressant, c'est que c'est dans un débat, et pas un débat de chiffres, ça perdrait son sens. Je pense qu'il y a des littératures qui précisent les choses scientifiques. Alors parfois, ça dépend un peu de la mémoire des gens pour les chiffres, mais je pense qu'ici, ça serait intéressant. Vous avez encore la fin de la question que vous voulez poser. Oui. Juste puisque j'ai été coupé, quand je voulais comparer les coûts, ça je suis d'accord, si on veut dire qu'on va faire 100% d'éolien, si on en fait 25% comme l'Espagne ou 30% comme le Danemark, on n'a pas besoin de système de backup. Donc en parlant de ces coûts, disons, hein? 30%, 31%, 2012. Plaisantez, l'Espagne a installé, renseignez-vous, les capacités installées en Espagne en gaz ont été le double de celles installées en éolien. Aujourd'hui, quand l'Espagne produit 1 kWh d'éolien, elle en produit 2 au gaz. Les émissions de CO2 espagnoles ont été multipliées par 3 en 40 ans. Je suis désolé, c'est faux. On va peut-être pas, ça sert à rien, je pense ici. L'efficacité CO2 de l'économie espagnole est la même aujourd'hui qu'en 65. D'accord? La même. Donc, mais je peux terminer ma question? Si, mais je pense qu'on est un peu dans une question de chiffres et je pense non, mais vous commencez par affirmer des choses fausses. C'est évident, mais non. Tout est sourcé dans ce que je vous raconte. Oui, moi aussi. C'est mon boulot. C'est comme ça que je gagne des sous. L'évolution des capacités installées, oui, je sais que GDF sinon c'est climato-sceptique aux États-Unis. Non, j'ai rien dit. Aux États-Unis. Donc, juste pour finir là-dessus, renseignez-vous sur les statistiques de capacités installées, vous verrez qu'en Espagne, les capacités installées mes chiffres sont proches, je perds des sous, je suis viré. Mais non, vous spéculez sur les marchés ou vous tradez sur les marchés. C'est pas un truc de capacité installée sur 30 ans, ça. Je pense qu'on a compris. Donc je n'ai pas pu terminer ma question, mais c'est pas grave. Et je propose, parce qu'il reste plus que... Mais GDF Suez a toujours dit qu'il adorait l'éolien parce que ça permettait de faire plein de gaz. Que vous continuez votre discussion. Et là, je peux dire les lieux et les personnes. J'aimerais quand même entendre d'autres La première fois que j'ai entendu ça, c'était en 2003. Je veux que à l'International Gas Union à Copenhague en 2009, tous les gaziers se sont succédés à la tribune pour expliquer que l'éolien c'était génial parce qu'on allait faire plein de gaz. c'est tellement difficile pour être modéré. Je ne peux pas laisser affirmer des trucs pareils. Un peu d'élasticité. On est deux dernières questions, donc monsieur et puis ensuite je donne la parole. Et puis après, il y a un drink frais qui nous attend, avec lequel on va pouvoir continuer à discuter. Mais donc deux dernières questions, j'espère qu'elles seront... Je vais changer un petit peu de sujet, pardon, ça tombe bien. Donc je m'appelle Olivier Destin, je travaille dans la sûreté nucléaire, mais je ne vais pas du tout vous parler de ça. C'est plus une question d'ordre philosophique, c'est-à-dire d'après ce que vous expliquez, ce que je crois comprendre de la situation, il y a aussi un aspect très fort qui est lié à l'harmonisation au niveau global, je veux dire sur le monde entier. Enfin, je veux dire, rien ne peut fonctionner si des gens ne font pas ne suivent pas le mouvement, quoi. Donc ma question elle est assez simple. Je crois que la nature humaine n'est pas très humaniste, pour dire ça comme ça. Donc je vais être peut-être un peu fataliste, mais je ne crois pas tellement en l'avenir, en ce sens que je l'imagine assez mal comment certains ne vont pas profiter de la situation, c'est-à-dire les efforts des autres vont être entre guillemets réduits à néant parce que d'autres vont choisir de faire exactement le contraire pour s'enrichir et voilà. Donc, je voulais savoir comment vous voyez les choses par rapport à cet aspect-là. Je vais vous faire une réponse mitigée parce que moi
j'ai pas d'avis sur est-ce qu'on est tous foutus ou est-ce que on va s'en sortir. J'ai envie de vous dire, on est un peu sur le pont de singe au-dessus du vide, et des fois ça se termine bien, et des fois ça se termine mal, et voilà. Dans les éléments... Alors, la première chose que je pense, c'est que l'Europe étant le dos au mur, nous, je pense qu'on a un intérêt de court terme évident à commencer à décarboner l'économie aussi vite que possible. Si on ne fait pas ça, on verra la montée des populismes et on verra la montée... donc pour renvoyer à la question de tout à l'heure, moi je ne suis pas prêt à faire plaisir aux vendeurs de panneaux photovoltaïques si ça me fait prendre 3 ans dans la course contre la montre pour empêcher le retour des dictateurs en Europe. Je ne suis pas prêt. Il y a un homme célèbre en France, qui s'appelle Marcel Boiteux, je ne sais pas si vous connaissez, qui avait écrit en 2004 que de ne pas mettre en place une taxe carbone, c'était l'assurance de la dictature. D'accord? C'est une phrase un peu violente, mais qui résume exactement ce que je vous ai raconté. Hein. Dit autrement, vous ne mettez pas les forces de frottement là où il faut. Donc, je pense que l'Europe a un intérêt objectif, puisque pétrole et gaz sont déjà en train de baisser, à se décarboner aussi vite que possible. L'Europe, par ailleurs, a fait une construction politique unique au monde, qui est que les États ont abdiqué une partie de leur souveraineté sur un certain nombre de sujets, dont des mesures concernant la réglementation de l'énergie. Alors l'Europe a commencé par faire une énorme connerie, à mon avis, qui est la libéralisation des marchés de l'électricité. Énorme connerie. Parce que quand vous pilotez des infrastructures à 50 ans, vous ne les mettez pas entre les mains de gens chez qui la stratégie de long terme, et je peux vous en parler parce que je suis consultant, donc je passe mon temps avec ces gens-là, c'est 3 ans. À partir du moment où vous avez des gens qui raisonnent à 3 ans, vous ne leur donnez pas des objets qui doivent assurer quelque chose qui est vital pour la collectivité pendant 50 ans. Vous ne faites pas ça. Mais il n'empêche qu'on a quand même fait une construction unique au monde, qui est qu'on a la possibilité d'harmoniser les choses qu'on fait. Et si l'Europe veut bien prendre conscience du fait, et je vais vous dire après comment, à mon avis, on peut y arriver, qu'on est déjà le dos au mur et qu'on a intérêt à foncer, on reste quand même la première zone économique mondiale, aujourd'hui. Et je pense que si l'Europe fait ça à marche accélérée, on est aussi des animaux mimétiques, puisque c'est comme ça qu'on élève nos enfants, et je ne suis pas complètement désespéré à l'idée qu'on ne peut pas trouver à ce moment un terrain de dialogue avec les grands émergents, beaucoup plus qu'avec les États-Unis du reste, qui ont déjà les mêmes problèmes que nous. Les Chinois, ils ont déjà les mêmes problèmes que nous, d'espace contraint, etc. Les Brésiliens un peu moins, mais enfin voilà, donc on peut discuter avec tous ces gens-là. Question, comment est-ce que l'Europe peut réaliser qu'elle est dos au mur? Et là, je vais vous faire une lecture, je vais vous citer mon auteur favori, que je n'ai pas encore cité jusqu'à maintenant, qui est Tocqueville. En démocratie, les décisions ne se prennent pas sur la base de la raison, mais sur la base des rapports de force. Voilà. C'est la règle du jeu, il faut le savoir. Ce que je vais vous demander, est-ce qu'une tyrannie finalement mondiale... Je vais finir, c'est pas dit qu'on ait besoin de sortir de la démocratie, je vais venir. Les décisions... Je vous rappelle que l'Angleterre est restée une démocratie pendant la dernière guerre. Hein. Donc, je ne sais pas quelle est la capacité des démocraties, tout d'un coup, et Churchill a été viré en 1944, donc je ne sais pas quel est le... Bon. Ah oui, les peuples sont ingrats parfois. Juste, ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'appuyer sur des gens qui sont susceptibles de provoquer le bon rapport de force. C'est qui les gens qui sont susceptibles de provoquer le bon rapport de force? C'est tous les acteurs économiques qui pensent qu'ils ont personnellement à gagner si on met des contraintes sur le... Non, mais... C'est comme ça que ça marche. Je veux dire, le premier débat sur l'énergie auquel j'ai participé en France, c'était en 2003. Donc depuis 2003, je fréquente, pas très souvent, mais quand même de temps en temps, des gens du monde politique et de la haute technostructure. Donc je vois bien comment ça marche. Il faut s'appuyer sur les gens qui seront les gagnants potentiels de l'affaire pour faire changer les règles du jeu. C'est comme ça que ça marche dans l'autre sens. Je vous signale qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on s'appuie sur les perdants potentiels dans l'affaire qu'il y a un certain nombre de trucs qui, vu de votre fenêtre ce soir, vous paraissent utiles pour la collectivité, qui n'arrivent pas. Hein? Eh bien, il faut faire exactement la même chose dans l'autre sens. Alors, qui sont les gagnants potentiels de l'affaire? Une large fraction de l'activité de construction. Parce que si vous devez refaire les villes, refaire les immeubles, refaire etc., refaire les infrastructures de transport, ça c'est du BTP, alors que finir. Une partie des électriciens, pas tous, évidemment. Tous les gens qui fabriquent des petites voitures sont des gagnants potentiels de l'affaire. Je vous rappelle que les taxes élevées sur les carburants en Europe ont sauvé les constructeurs automobiles en 2008 et en 2009. Au moment où General Motors a fait faillite, les constructeurs européens, ils ont un peu souffert, mais beaucoup moins, parce que ça faisait tellement longtemps qu'on avait des moteurs qui consommaient moins et des taxes non proportionnelles au prix sur les carburants consommés, que nous, on est beaucoup plus facilement passé à travers la crise, alors qu'aux États-Unis, où ils ont des carburants moins taxés, ils l'ont senti passer de manière extrêmement violente.
Et les ventes de pick-up ont chuté de 50% en un an. Enfin, je sais pas si vous Je savez. vais devoir utiliser mon rapport de force. Alors, j'ai fini. Je pensais que Donc, on vous allait avez- terminer. Bah non, à chaque fois on parle de l'évolution du monde. Encore une fois, l'énergie a tout fait. Donc, c'est difficile de faire des réponses courtes. Hein. La conférence qui durait encore longtemps. Et donc, pour finir là-dessus, donc je pense que l'une des voies d'action, en tout cas moi c'est une de celles que j'essaye de pousser, c'est de faire un lobby croissant, pour appeler un chat, de tous les gens qui ont un intérêt économique à ce qu'on s'occupe sérieusement du problème. Voilà. Et ça n'exclut pas les fabricants d'éoliennes. C'est pas pour autant qu'ils ont toute la place. Donc l'idée c'est d'agréger un nombre croissant de gens qui pensent qu'ils ont intérêt pour avoir voix au chapitre, parce qu'encore une fois, tant dans un média, c'est une gare de triage un média, hein, vous recevez des communiqués de presse et des machins et vous triez, hein, comme ça que ça marche, il faut avoir de quoi y mettre, hein, pour être entendu, que auprès des pouvoirs publics, vous êtes dans une situation dans laquelle vous gérez des rapports de force beaucoup plus que vous ne gérez de l'information dite raisonnable, si tant est que cette notion existe. Donc l'action, elle passe par là, à mon avis. Donc c'est vraiment, je trouve ici vraiment l'occasion de rêver, parce que maintenant, vous arrivez à une conclusion qui me semble tout à fait pertinente, c'est l'idée d'être dans un projet commun dans lequel on met une énergie